Bonjour à tous et bienvenue donc au webinaire sur les 3 pépites qui surprennent le plus les coachs en nutrition du sportif. Donc là, je suis avec Audrey de la Terre, la formatrice qui fait la formation et qui va nous donner ces conseils-là. Donc bienvenue à tous. Là, on va attendre juste quelques minutes parce qu'il y a pas mal de retardataires et tout. Euh, et euh, alors en attendant juste, alors on se présentera tranquillement. Comme je l'ai indiqué dans la dernière communication, on va passer à peu près une demi-heure sur les 3 pépites, un quart d'heure sur la présentation de la formation nutrition du sportif et après un quart d'heure à répondre à vos questions. Voilà, en gros. Quoi. Après, on va essayer de tenir les délais. Euh, alors, juste en attendant, c'est pour savoir un petit peu. Déjà, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que la. Bonsoir Samuel. Est-ce que Bonjour le, Samuel. est-ce que le son est OK? Est-ce que l'image est OK? Est-ce que pour l'instant vous voyez aussi notre présentation PowerPoint? Ouais? OK, c'est cool. Parfait. Je n'ai pas d'image, Ah, je n'ai Samuel. pas d'image. Ouais, je sais pas trop parce que. Est-ce que les autres ont une image? Ça va? Que si t'es le seul à pas avoir d'image, il y a peut-être un truc que tu Ouais. as. Se déconnecter, se reconnecter peut-être? Ouais, peut-être se déconnecter, se reconnecter. Parce que là, on a les micros pro, on a des bonnes caméras, on a les, de mon côté, j'ai l'image. Ouais. Donc Samuel, Ouais. à la limite, déconnecte-toi et reconnecte-toi parce que Mm, mm. si t'as pas d'image, c'est un peu étonnant quand même. Ouais, je sais pas trop quoi te dire. Ouais. Donc, bonsoir à tous qui sont là. Alors, ce qu'on peut juste faire au début, c'est un petit peu pour savoir un petit peu, en savoir un peu plus sur vous. Je vous fais un tout petit sondage pour savoir en fait, en gros, si vous êtes, si vous avez déjà, si vous êtes déjà entré en formation BPGEPS, CQP, si vous êtes en cours de formation actuellement, ou si vous êtes déjà diplômé. Voilà, vous aurez les résultats après. Voilà, donc je vous partage un petit peu le truc. Comme ça permet Bonsoir de Marie. vous savoir un petit peu. Voilà. Normalement, vous avez le sondage qui doit apparaître. Vous le voyez là, c'est bon. Donc je vous laisse quelques minutes pour répondre. C'est bon, Audrey, tu vois les résultats Ah aussi? ouais, ouais, c'est Ok, d'accord. super. Ouais, c'est nickel. Bon, pour l'instant, vous êtes que 6 à avoir répondu. Euh, mais en gros, il y a un petit peu de tout là. Bon, pour l'instant, pour ceux qui ont répondu, il y en a qui ne sont pas encore en formation, il y en a qui sont en cours de formation, il y en a qui sont déjà diplômés. Donc, il y a un petit peu de tout pour l'instant, même si. Euh, ok, ça marche. Bon, on vous laisse répondre tranquillement. Et de toute façon, on va commencer à peu près maximum à 5, donc dans un peu moins de 2 minutes. Voilà, donc là, je vois qu'il y en a qui continuent à rentrer, c'est bien. Pour ceux qui rentrent, bonjour, hein, bienvenue au webinaire sur les 3 pépites qui surprennent le plus les coachs en nutrition du sportif. Il y a un petit sondage qui s'est mis normalement sur votre écran. Si vous voulez répondre, comme ça on en sait un peu plus sur vous, c'est assez cool. Voilà, donc en gros, vous êtes vraiment assez bien répartis entre pas encore diplômés, en cours de formation et déjà diplômés. Euh, ok. Alors, donc vous aurez le replay automatiquement, normalement demain. Vous pourrez le consulter tranquillement parce on va aller assez vite, mais quand même assez en détail. Donc, ok. Bon, bah, c'est cool. Je regarde juste le chat. Sabrina, je suis inscrite en prépa BPGEPS AF. Ok. Donc, toi, tu es en prépa aussi. Ok. Bah, écoutez, il est quoi? Il est 4. Euh, on va commencer donc dans moins d'une minute. On va commencer dans moins d'une minute. On laisse juste les personnes arriver. Hop, remarque, j'en profite, tiens, j'ai un deuxième sondage. Deuxième sondage, c'est en gros pour savoir si vous avez déjà suivi une formation en nutrition ou pas. Voilà, comme ça on voit si vous êtes entièrement débutant ou si vous avez quand même des notions. Euh, ok. Donc, en tout cas, c'est cool, vous êtes réactif, c'est sympa. Donc, Mm. tu vois, Audrey, les Ouais, réponses. Hein. ouais. Voilà. J'aurais été curieuse de savoir lesquelles. Bah, ça Euh, donne une idée un petit peu du niveau, ça donne une idée ouais, sur voilà, le type c'est ça. d'organisme.
Donc là, il y a un peu plus de gens qui ont répondu. En gros, donc 50% des gens ne sont pas encore en formation BPGEPS ou CQP. 20% sont en cours de formation et 30% sont déjà diplômés. Et après, au niveau des formations, 70% n'ont jamais suivi de formation en nutrition et 30% ont déjà suivi une formation. Ok. Tiens, pour ceux qui ont déjà suivi une formation en nutrition, est-ce que vous pouvez nous dire juste la durée de la formation, le nombre d'heures, ou sinon, ouais, par exemple, si c'était un truc sur un week-end ou si c'était, voilà, juste soit le nom de la formation, soit la durée, soit le nombre d'heures, juste qu'on a un peu de. Donc Samuel, tu vois, il a répondu. Ah, attends, j'ai pas été. Il faut que j'aille voir sur chat. Coach, ouais, ouais. Coach en Alors, nutrition et coach diététique. nutrition et diététique. 5 mois. Ah bah, Ouais, c'est déjà mieux. coach en nutrition et diététique et sportive. Ah oui, je pense savoir qui. Ok, ça marche. Bon, bah, du coup, on va commencer là. Il est 6, donc on va commencer. Alors, aujourd'hui, comment ça va se passer? Donc, on va avoir 3 parties, à peu près la moitié sur les 3 pépites. Après un quart d'heure sur la présentation de la formation nutrition du sportif. Et après, on va répondre à vos questions. Alors, qui sommes-nous? Bon, rapidement, hein. Donc, moi, j'appelle Frédéric Balusso. Je suis personal trainer, coach CrossFit et Pilates. J'ai été jury du BPGEPS AF quelques années. Et là, je suis fondateur du blog Réussir son BPGEPS qui a été créé en 2014. Et je laisse la parole à Audrey pour se présenter. Alors, je suis cuisinière. En regardant la photo. Alors, Audrey Delaterre, diététicienne du sport. Donc, à la base, je suis diététicienne tout court, hein. Et après, je me suis spécialisée dans la diététique du sportif à Paris Descartes, pour ceux qui connaissent, diplôme universitaire. Et à la base, bah, voilà, j'ai commencé par des études de naturopathie, pour ceux qui savent ce que c'est. Donc, c'est tout ce qui a trait aux médecines naturelles. Donc, quand est-ce que j'ai commencé? Bah, j'avais 21 ans, j'en ai 42 aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui donne un petit peu une richesse à mon enseignement, dans le sens où, dans l'enseignement que je transmets, ben, je fais la part aux médecines naturelles, avec ce qu'il y a de positif et de négatif, et aussi à la diététique officielle, telle que je l'ai appris en BTS diététique. Je suis fondatrice d'un organisme de formation qui a été créé en 2017. D'ailleurs, Frédéric a été un de mes premiers élèves, hein, qui a suivi la formation. À l'époque, c'était en présentiel, en tout cas sur Nice. Donc j'ai cette double casquette, hein. Ce qui est intéressant aussi en formation, c'est que bah, du coup, je fais part aussi de mon expérience sur le terrain. Et ça, c'est super, super, super méga important, parce que en fait, il y a un gros monde entre la théorie et la pratique. Et aussi, bah, je fais des podcasts sur Spotify notamment, donc Ouais, en libre accès. ouais, sur Spotify, mais vous pouvez aussi le trouver sur toutes les applications de podcast, hein, parce que moi, je ne l'ai pas écouté sur Google, ouais. Spotify. Et c'est pas mal, hein. Il y a franchement, les épisodes sont vraiment intéressants. Je vous conseille, hein, ils durent souvent autour de 20 minutes sur des thèmes. Enfin, moi, à chaque fois, j'apprends des trucs. Tu vois, c'est quand même assez approfondi, donc c'est cool, quoi. Ok, alors, première pépite, on va pas perdre notre temps. Ça va être les protéines permettent de mieux fixer le calcium aux os. Alors, on va commencer par une petite histoire, parce qu'en fait, c'est vraiment. Alors, désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu, hein, parce que c'est pas la première fois que je la dis, mais en fait, il se trouvait que à l'époque où j'ai suivi la formation, donc c'était en 2017, c'est ça, hein? Ouais. Ouais. Bah, en fait, ma mère souffrait de problèmes d'articulation au niveau des genoux, notamment. Et en fait, le problème, c'est que bien qu'elle ait un apport de calcium, enfin, qu'elle avait un apport de calcium adéquat par rapport à ses prises de sang et tout, elle n'arrivait pas à fixer le calcium. Voilà. Et en fait, bah, les médecins lui avaient dit, bah, vous n'arrivez pas à fixer les calciums. Désolé, quoi, en gros, tu vois, voilà. Et, euh, il lui avait filé aussi des médicaments, mais qui avaient pas mal d'effets secondaires. Et bref, elle avait mal au genou, quoi, en gros, tout le temps, quoi. Et moi, il se trouvait qu'à un moment donné, ben, je suis la formation d'Audrey. Et puis, on arrive au point qu'on va aborder là juste après, qui est en gros que les protéines permettent de mieux fixer le calcium aux os. Donc moi, j'entends ça, je lui demande un peu plus d'explications et des détails. Et en fait, on m'a dit, ouais, si l'apport de protéines est insuffisant, en fait, la fixation de calcium au niveau des os ne se fait pas de manière optimale. Euh, et du coup, qu'est-ce que j'ai fait en fait
Je suis allé voir ma mère. Je lui ai fait télécharger une application là. Bon, c'était MyFitnessPal. Et en gros, on a mesuré en fait tous ses apports de la journée. Hein. Donc, elle a mesuré tout et tout. Et sur une semaine. Et à la fin, donc, j'ai regardé un petit peu les résultats. Et il se trouvait qu'elle avait moins de la moitié du minimum nécessaire par rapport à sa tranche d'âge en termes de quantité de protéines. Notamment, comme beaucoup de Français, elle ne prenait pas de protéines le matin. Hein, c'était un petit déj que sucré. Et donc, sachant ça, j'ai dit, écoute, si tu veux, on essaie. Dans tous les cas, ça ne fera pas de mal d'avoir un apport protéique correct, en fait, qui correspond, on va dire, aux normes au moins minimales. Et donc, on a parlementé un peu pour savoir comment on pouvait faire. Donc, j'ai réussi à lui faire manger un œuf et après 2 œufs le matin. Elle a revu un peu ses proportions de protéines au déjeuner et au dîner. Et en fait, dans le mois qui a suivi, ça commençait déjà à aller mieux. 2-3 mois après, elle a refait des prises de sang, tout allait nickel. Et donc, elle est allée voir le médecin après, et elle lui a dit, genre, pourquoi c'est mon fils qui me dit ça, quoi, et que vous ne me l'avez pas dit, quoi. Et puis, en gros, elle lui a dit, est-ce que déjà vous étiez au courant? Et le médecin a dit, ouais, j'étais au courant, hein. Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Il avait dit, parce qu'en fait, les gens préfèrent avoir des médicaments plutôt que changer leurs habitudes. Et ouais, mais bon, j'aurais aimé le savoir quand même, parce que là, du coup, j'avais pas le choix. J'ai eu des, voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que rien que pour ça, ça valait le coup que je suive la formation Perfodiet. Et donc là, on va expliquer un petit peu du coup pourquoi. Audrey, donc je te laisse de nouveau la parole. Alors, déjà, premièrement, pour ceux qui me connaissent, les protéines en nutrition, c'est méga, mais méga, méga important. D'ailleurs, au niveau du cours, hein, il dure environ 4 heures. Donc, il y a de quoi dire. Donc, déjà, là, c'est de vous faire comprendre que, en gros, c'est méga important d'avoir une alimentation qui soit, on va dire, optimisée en termes de protéines. Là, je ne parle pas de quantité, hein, je parle vraiment d'optimiser ses apports protéiques pour qu'ils soient bien assimilés. Il faut comprendre une chose, c'est que notre corps, pour bien assimiler au mieux les micronutriments que sont notamment le calcium, mais il n'y a pas que le calcium, il y a aussi le magnésium, le potassium, et ben, ce n'est pas qu'une histoire d'apport, c'est une histoire aussi de matrice. Et cette matrice, c'est quoi? Ce sont les protéines que l'on consomme. Voilà. Donc, c'est la base. On a beau apporter du calcium, s'il n'est pas assimilé dans le corps, ça ne servira à rien. Donc, c'est pour ça que pour une personne comme ta maman, Fred, qui souffrait d'ostéoporose, avant même d'apporter du calcium, en fait, il faut regarder si la personne consomme suffisamment de protéines. Mais ce n'est pas que ça aussi. Je vous rassure, c'est aussi une histoire de glucides et une histoire d'équilibre acido-basique. Après, au niveau de l'ostéoporose, la toute première cause d'ostéoporose, c'est souvent un manque d'exercice physique. C'est la première cause. Et la deuxième cause, c'est pas un problème de calcium, c'est, si vous regardez un dictionnaire médical, c'est une raréfaction de la trame protéique osseuse. Donc, comme son nom l'indique, et si vous écoutez bien, c'est une raréfaction de la trame protéique. Quand vous regardez un os, que vous le coupez au niveau transversal, vous voyez en fait que c'est une matrice protéique. Donc, c'est pour ça que dans les problèmes d'ostéoporose, ça passe par des apports protéiques adéquats. Pour le calcium, bien souvent, à la télé, on dit le calcium, ça permet d'avoir des beaux os. Mais dans le domaine du sport, le calcium, il est super, super important. Pourquoi? Parce qu'il a une action au niveau de la transmission neuromusculaire. Donc, il permet la contraction musculaire. Alors, je ne vais pas vous dire là dans ce cours toutes les fonctions du calcium parce que c'est très rébarbatif. D'ailleurs, en cours, c'est le cours que je déteste faire. Les vitamines et les minéraux. Mais il faut passer par là. Il faut passer par là. En gros, voilà, le calcium, on n'en manque pas dans notre alimentation si on est omnivore. Chez le sportif qui est végétalien, là, il y a un problème. Il y a un problème effectivement d'apport et de risque de carence. Mais dans notre société où on est omnivore, si on a une alimentation qui est équilibrée, suffisante en protéines et aussi basifiante, on va dire tendance basifiante, on n'a pas de souci à se faire et aussi surtout si l'on bouge et aussi si on a suffisamment de glucides. Donc voilà au niveau des fonctions du calcium, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que je vais vous laisser faire comprendre en tout cas, c'est que pour avoir une bonne, en tout cas une bonne minéralisation au niveau des os, au niveau des muscles, c'est pas le fait d'apporter des minéraux qui va l'emporter, c'est surtout au niveau de la matrice que vous allez constituer au travers de votre alimentation. Donc du coup, Frédéric, du coup, tu peux passer à la prochaine slide qui est super importante. Voilà, alors déjà, où trouver le calcium? Le calcium, quand on le voit à la télévision, souvent, on parle des laitages.
Donc, il faut aussi voir que les laitages, il y a une source de calcium, mais elle n'est pas non plus très, très importante, hein. Au niveau des besoins, on va dire, alors, chez un sportif, normalement, ça serait entre 800 et 1000 milligrammes, voire plus par jour. Moi, je suis un petit peu d'avis que ce soit un petit peu moins, dans la mesure où on est omnivore. Le tout, c'est de pas descendre en dessous de 400 milligrammes par jour, au niveau des besoins. Là, c'est pas écrit sur la slide. Je vous donne un exemple. Dans un yaourt, il y a 125 milligrammes de calcium. Après, il faut savoir que c'est les fromages à pâte dure ou qui en contiennent le plus. Le fromage le plus riche en calcium, c'est le parmesan. Et vous prenez 100 grammes de parmesan, vous avez 1200 mg de calcium. Voilà. Après, vous avez d'autres aliments et on pense pas souvent, c'est au poisson gras. Le saumon, le thon, le maquereau. Donc, excellente source. Et aussi les coquillages. Au niveau végétal, on a les algues. Là aussi, c'est une source qui est très intéressante, les algues marines. Alors, attention aux algues, c'est en petite quantité, comme les Japonais le font, c'est-à-dire sous forme de condiments qu'on met sur les salades. Pourquoi pas beaucoup? Parce qu'il y a de l'iode dans les algues. Et l'iode, si on en prend de trop, c'est toxique. Il ne faudrait pas dépasser 150 microgrammes par jour. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un condiment pour avoir une petite touche de micronutriments, d'oligo-éléments. Mais en tout cas, vous avez une source d'algues, une source de calcium dans les algues. Après, vous avez les amandes et on va dire le sésame aussi fait partie. C'est pour ça que je vous ai mis trois petits croix. Le sésame fait partie vraiment des aliments qui contiennent le plus de calcium. Je ne sais pas si vous connaissez le gomasio. Donc le gomasio, c'est du sésame qui a été moulu. Il y a du sel marin à la meule de perre et en termes d'assimilation, c'est vrai que c'est vraiment top le sésame. Là, je parle d'apport, hein, uniquement d'apport. Ensuite, vous avez les fruits secs, mais en gros, c'est pas que les laitages. Voilà juste l'information que j'essaie de vous transmettre. Parce que c'est pas ce qui est le plus important, encore une fois, c'est pas l'apport. C'est surtout comment recueillir et comment assimiler ce calcium. Donc, tout est une histoire de protéines. Donc déjà, premièrement, pour assimiler le calcium, mais aussi le magnésium, le potassium, il va falloir respecter une quantité de protéines par jour en fonction des besoins. Donc chez une personne lambda, une personne qui est sédentaire, elle a besoin entre 0,8 à 1 g de protéines par kilo de poids corporel. Donc quelqu'un qui pèse 60 kg, elle aura besoin entre 48 à 60 g de protéines par kilo de poids. Pur, là on parle de protéines pures, on ne parle pas d'aliments, à ne pas confondre. Chez un sportif, tout sportif confondu, que ce soit un sportif d'endurance, que ce soit un sportif qui fait de la prise de masse, sportif qui fait de la compétition, les apports sont supérieurs, bien entendu, parce qu'on use le tissu musculaire et il faut le régénérer. On est sur des apports qui se situent entre 1,2, mais vraiment minimum, je dirais même 1,4, et ça peut aller jusqu'à 2,5 g de protéines par kilo de poids. Mais 2,5, c'est vraiment dans des cas où on fait de la compétition, on se rapproche d'une compétition et on fait de la force, tout ce qui a trait à la musculation. Pour les sportifs d'endurance, il ne faut jamais être au-delà de 2 grammes parce que les protéines ont un effet déshydratant. Et chez un sportif d'endurance, il faut surtout éviter la déshydratation. Mais en tout cas, vous voyez que les apports sont importants. Donc ça, c'est une première chose, c'est de respecter ses besoins. La deuxième chose qui est capitale, c'est, on le verra tout à l'heure, ça fait partie aussi de la troisième pépite, c'est d'avoir une répartition harmonieuse durant toute la journée. Voilà. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et aussi, une chose est importante, c'est un petit peu de physiologie qu'on va aborder là maintenant, c'est que il est très important en nutrition, c'est de connaître le corps humain, comment il fonctionne. Vous avez l'appareil digestif. Je vais essayer d'être très, très soft, très synthétique. Vous avez l'estomac, qui est une grosse poche, qui est juste après l'œsophage et qui est juste avant l'intestin grêle. L'estomac, c'est une grosse poche qui contient un liquide qu'on appelle l'acide chlorhydrique. Il est super important cet acide chlorhydrique. Pourquoi? Parce qu'il permet, entre autres, de digérer les protéines animales. Donc vous prenez un verre, vous mettez de l'acide chlorhydrique et vous mettez un morceau de viande, vous allez voir que ça commence à se digérer. Dans cet estomac, dans cette poche, on a donc de l'acide chlorhydrique, un pH qui est très faible. Pour vous dire en gros, quand on est à jeun, on est à 2. Et quand on commence à manger, ce pH, il augmente à 5. Dans cette poche, dans cet estomac, on a aussi une enzyme, c'est-à-dire un petit ciseau qui permet de découper les protéines que l'on consomme. Et ce petit ciseau, Frédéric, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'est la pepsine. La pepsine, c'est un petit ciseau qui permet de découper les protéines animales que l'on consomme. Cette pepsine, ouvrez bien vos oreilles, elle est dépendante de l'acide chlorhydrique. Pour être activée, cette pepsine, elle a besoin d'acide chlorhydrique. Et maintenant, je vais vous rajouter une couche pour bien comprendre aussi une problématique que l'on rencontre chez les végétariens, et végétaliens surtout,
c'est que pour entretenir cet acide chlorhydrique, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut manger des protéines animales. C'est-à-dire que si vous comprenez bien, quand vous mangez des protéines animales, vous entretenez votre acide chlorhydrique. Et donc, du coup, vous entretenez aussi ces enzymes protéiques. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le calcium, en fait, il a besoin d'un pH faible au niveau gastrique pour être assimilé. Si vous avez un pH gastrique qui diminue, ou on est dans une situation d'hypochlorhydrie, et bien là, du calcium, du coup, vous n'allez pas l'assimiler. Donc, ça veut dire que chez les personnes qui sont végétaliennes, qui n'apportent pas suffisamment de protéines, voire pas du tout au niveau animal, on va dire de mois et d'année en année, on ne parle pas d'un végétalisme qui est débuté depuis le début, hein, vraiment un végétalisme qui existe depuis plusieurs années, on se retrouve dans une situation qu'on appelle l'hypochlorhydrie, c'est-à-dire une insuffisance d'acide chlorhydrique dans l'estomac. Et donc, on se retrouve finalement avec, à terme, une carence en calcium. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'acide chlorhydrique et que du coup, la pepsine, elle joue plus son rôle et du coup, le calcium ne peut plus être assimilé à ce niveau au niveau de l'estomac. Donc là, ça commence à être un problème parce que si on est en plus de ça un sportif, on peut avoir des problèmes osseux, mais pas que. Comme je vous ai dit tout à l'heure aussi, le calcium, il avait un effet au niveau de la contraction musculaire, mais pas que. Donc là, du coup, tu peux passer du coup à la prochaine slide, Frédéric. Donc là, on disait par rapport au calcium, donc ça, c'était les aliments effectivement qui permettaient de couvrir les besoins. Donc, c'est-à-dire dans une journée, vous pouvez faire le quota pour avoir vos besoins. En général, entre 500 et 800 mg par jour, ça suffit amplement. D'accord. Okay. Et donc, il faut genre 5 yaourts, c'est ça? Alors, j'ai pas dit qu'il fallait manger 5 yaourts, Non, mais non, ça mais donne juste une idée, pour voilà. avoir Voilà. un ordre d'idée. Après, là, je vous ai mis vraiment les aliments qui étaient le plus riches en calcium. Hein. On a les légumes qui sont riches en calcium. À partir du moment, encore une fois, on est omnivore et qu'on respecte des apports protéiques suffisants, qu'on apporte des légumes, des fruits, qu'on a une alimentation équilibrée, variée, diversifiée, il n'y a pas de problème de carence en calcium. Voilà. C'est vraiment un minéral où c'est vraiment rarissime. C'est vraiment, on va dire, un risque chez les personnes qui sont végétaliennes. Pourquoi? Parce qu'à terme, on va créer une hypochlorhydrie. Et du coup, le calcium, il ne sera pas assimilé au niveau de l'estomac. Parce que le calcium, il a besoin de, entre autres, d'acide chlorhydrique. Et aussi, du coup, de protéines. Tu comprends, Frédéric? Okay. Et tout à l'heure, avec l'autre pépite, on va comprendre aussi pourquoi c'est une histoire d'insuline. Ça marche. Donc, je passe? Ouais. Voilà. Donc ça, c'est les facteurs qui permettent de diminuer ou d'augmenter l'absorption intestinale de calcium. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants. Les gens, souvent, que je rencontre en cabinet ou même des élèves, c'est bien souvent des élèves, ils pensent que c'est une histoire d'apport. Non, hein, c'est pas une histoire d'apport. C'est comme les gens qui disent ah oui, mais dans les lentilles, il y a beaucoup de protéines. Oui, en quantité, il y a pas mal de protéines. Mais d'un point de vue qualitatif, c'est le devenir qui est important. C'est un petit peu pareil ici au niveau du calcium. En fait, c'est bien beau d'apporter, mais il faut savoir si ça va être retenu dans le corps humain. Donc, quels sont les éléments favorables qui permettent une bonne assimilation du calcium? La présence de lactose. Donc, c'est pour ça qu'on parle des laitages, parce que dans les laitages, il y a du lactose aussi qui est présent. Voilà. Ensuite, il faut regarder la forme, comment elle est, la forme bioassimilable. Donc là, c'est si on a recours à des compléments alimentaires. Mais comme je vous l'ai dit, compléments alimentaires, je veux dire, se compléter en calcium, il n'y a aucune utilité. Surtout si on est omnivore ou même végétarien. Parce qu'avec les aliments, on en trouve facilement. Et surtout, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une histoire d'acidité gastrique. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où vous consommez des protéines en fonction de vos réels besoins, que vous y associez aussi une source de glucides insulinosécréteurs et que vous associez aussi, et ça, c'est hyper important, des substances basifiantes dans votre alimentation. Alors, c'est quoi les substances basifiantes? C'est tout ce qui apporte beaucoup de minéraux basifiants, les légumes. Pensez pas à autre chose, les légumes. Vous avez aussi des compléments comme la spiruline, mais avant même de parler de compléments, on pense aux légumes. Voilà. Donc, à partir du moment où vous avez dans votre alimentation suffisamment de substances basifiantes, que vous avez des protéines, que vous avez des glucides insulinosécréteurs, et ben vous avez une bonne assimilation du calcium et vous n'avez pas de problème d'ostéoporose. Mais si en plus de ça, vous faites de l'exercice, c'est tip top. Et en plus de ça, ça entretient votre pH gastrique. Et aussi, là, vous le voyez bien dans le tableau, c'est une histoire de protéines. Donc, quelqu'un qui consomme du calcium, mais sans apporter de protéines en quantité suffisante, comme tu as eu le cas ta maman, effectivement, ça va servir à rien. On va se retrouver à terme avec un risque d'ostéoporose. Après, c'est une histoire aussi d'hormones, parce qu'à la ménopause, on a une diminution des œstrogènes. Et les œstrogènes sont des hormones qui favorisent une bonne assimilation
du calcium. Ah, d'accord. Pour la diminution, c'est-à-dire qui est de la colonne de gauche, qu'est-ce qui favorise au contraire une diminution de son absorption? Vous avez des substances qu'on a dans les aliments qui font un peu barrière à l'assimilation du calcium, lesquelles? L'acide phosphorique. L'acide phosphorique, c'est une substance qu'on a dans les sodas, notamment le coca. Donc les enfants auxquels on leur dit buvez du lait, mais qu'à côté ils se gavent de coca, ça sert à rien. Parce qu'on a de l'acide phosphorique. Vous avez aussi l'acide oxalique, qui sont des facteurs antinutritionnels que l'on a notamment dans certains fruits et légumes. Mais là aussi, il faudrait vraiment en consommer beaucoup. On en a dans la rhubarbe, on en a dans l'oseille, on en a dans les asperges. Mais bon, voilà, il y a ces quelques aliments. L'acide phytique, c'est aussi un antinutriment que l'on a dans les céréales complètes, malheureusement. Donc du coup, ça peut tendre vers une certaine déminéralisation, mais il faut laisser le corps le temps de s'habituer à l'acide phytique. Pour petite info, pour éviter d'avoir l'acide phytique, si vous prenez du pain complet, prenez au levain naturel. Parce que dans le levain naturel, vous avez des phytases qui sont des enzymes naturellement présentes dans le pain, qui est levé à la levure naturelle et qui va du coup neutraliser l'acide phytique. Là, vous voyez que quand on est dans des apports qui sont inférieurs à 200 mg, effectivement, petit à petit, le corps va risquer d'être carencé. La fameuse achlorhydrie, donc c'est-à-dire insuffisance d'acide chlorhydrique, qui est souvent dépendante d'apports absents de protéines, tel que c'est le cas des végétaliens. Problème de digestion aussi, il faut savoir que de toute façon, tout le corps et tous les organes que nous avons sont interdépendants les uns des autres. À partir du moment où vous avez un organe qu'on enlève, dites-vous que ça va créer en chaîne des problèmes. Donc c'est pour ça que quand on enlève la vésicule biliaire, c'est pas anodin. Voilà. Ça va créer des problèmes, surtout quand on connaît le rôle de la bile et surtout le rôle de la vésicule biliaire. Le trop de protéines. Vous voyez que autant il faut des protéines pour assimiler le calcium, mais le trop de protéines aussi peut avoir un effet inverse, à savoir une élimination du calcium. Donc là, c'est pour ça que c'est important. Première chose à faire, c'est vraiment de consommer des protéines qui correspondent réellement à vos besoins. Si vous dépassez, là, vous pouvez, avoir un risque de perte de calcium. Excès de sodium aussi. Donc les personnes qui consomment trop de sel. Le sel, c'est pas le sodium. Le sel, c'est chlorure de sodium. NaCl. Le sodium fait partie du sel. Les personnes qui consomment trop de sel, en l'occurrence, peuvent avoir un risque aussi d'avoir une élimination accrue de calcium. Et enfin, l'excès de caféine et de nicotine. Ouais. Voilà. Juste, quand on parle d'excès de sodium, est-ce qu'on est genre au-delà de 5 grammes, de 5 mg par jour ou, je sais plus, c'est 5 grammes, non, 8 grammes, d'accord. Okay. Donc, au-delà de 8 grammes de sel par jour, pareil, ça diminue l'absorption du calcium, c'est ça? Oui, exactement. Okay. Et quand tu mets excès de caféine, de toute façon, non. De quoi? Quand tu mets excès de caféine, c'est au-delà de combien de café, par exemple, par jour? Alors, normalement, la caféine, pour avoir les effets thérapeutiques de la caféine, ce n'est pas le thème de ce soir, mais pour vraiment rechercher les effets de la caféine au niveau adrénaline, etc., c'est entre 3 à 6 mg par kilo de poids corporel par jour. Donc, ça veut dire que toi, par exemple, tu pèses combien, Frédéric? 85. Voilà, 85. Donc, pour avoir un effet minimum, tu fais 85 x 3. Et sinon, tu fais 85 x 6. Et tu as la quantité qu'il te faudrait avoir pour avoir les effets thérapeutiques de la caféine. Quand tu es au-delà, tu peux avoir des effets délétères. D'accord. Donc, ça veut dire que là, quand tu dépasses les 6 mg de caféine par kilo de poids, là, effectivement, tu peux avoir un risque d'avoir le calcium qui ne soit pas bien assimilé, qui parte. Ok, ça marche. Ok. Donc ça, c'est une petite parenthèse aussi qui est intéressante parce que si vous voulez utiliser la caféine en pré-workout ou pour des effets thermogéniques, il faut respecter ces doses-là, pas au-delà. Et après, il y a une histoire aussi de sensibilité personnelle qu'il faut quand même considérer. Donc, en gros, les protéines, vous l'avez compris, c'est la matrice fondamentale pour la fixation des minéraux dans l'organisme. Et après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, restez pour la troisième pépite, parce que vous allez comprendre aussi pourquoi, comment faire pour bien assimiler les protéines. Ah ben voilà. Du coup, je ne me souvenais plus de ce schéma. En fait, elle est 2 fois la slide. Elle est 2 fois. C'est pas grave, c'est bien, ça permet c'est du rabâchage et c'est comme ça que ça devient de l'acquis.
En général, c'est à partir de 5 fois qu'on rabâche que ça devient de l'acquis. Ouais. Donc voilà, tout se joue en fait au niveau des glucides et des protéines. Là, vous avez un schéma. Donc, vous avez un schéma de gauche qui est, on va dire, un repas équilibré, qui contient une source de glucides, une source de protéines et une source de lipides. Donc, c'est typiquement l'exemple du steak haché avec pommes de terre, salade verte, par exemple. Là, quand vous faites ce repas, amidon que l'on a dans la pomme de terre et protéines que l'on a dans le steak haché, eh ben, c'est ce qu'on va dire une alimentation qui est idéale. Pourquoi? Parce que grâce à l'amidon de la pomme de terre, vous allez avoir une sécrétion d'insuline. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails sur le rôle de l'insuline parce que c'est vraiment très intéressant, mais ça peut être, on peut parler des heures. L'insuline, en gros, c'est une petite clé qui permet de déverrouiller toutes nos cellules, et notamment nos cellules musculaires. Donc, ça veut dire que dès que vous faites sécréter de l'insuline, grâce à un repas qui contient de l'amidon, comme les féculents, comme les pommes de terre, eh ben, la cellule va s'ouvrir et du coup, les acides gras qui proviennent des graisses, les acides aminés qui proviennent des protéines et le glucose qui provient des glucides vont pouvoir pénétrer dans la cellule. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi les minéraux qui vont permettre aussi de pénétrer dans la cellule, et notamment le calcium. Donc c'est pour ça que c'est hyper important l'insuline. C'est une hormone, comme on dit, anabolisante dans le bon terme. Alors elle peut être anabolisante au niveau gras, au niveau lipidique, mais elle peut être aussi anabolisante au niveau protéique, au niveau masse musculaire, et aussi au niveau protéique, masse osseuse. Alors que si on est dans l'alimentation qui est dite dissociée, que bien souvent, dans les médecines naturelles, comme la naturopathie, comme je l'ai appris il y a longtemps, c'est ce qu'ils prônent tous. Donc là, je ne vais pas me faire des amis. Mais en tout cas, l'alimentation dissociée, ça consiste à, comme dans le film de Paris, on ne mélange pas les protéines des glucides. Voilà. C'est-à-dire que là, on fait le schéma inverse. C'est-à-dire qu'on va manger le steak haché, mais on ne va pas y associer une source d'amidon. C'est-à-dire qu'on ne va pas y associer une source de pommes de terre. On va mettre que des légumes verts, par exemple. Aucune source d'amidon, pas de pain, pas de riz, pas de féculents, pas de petite madeleine à la fin du repas. C'est uniquement protéines et légumes. Et ben, en faisant ce schéma qu'on va répéter au quotidien, tous les jours, pendant des semaines, pendant des mois, et ben, on va avoir en fait un effet inverse. Nos cellules, toutes nos cellules corporelles, y compris nos cellules musculaires, elles vont se verrouiller et on va avoir du coup une inversion des hormones. On va plutôt avoir une sécrétion de glucagon et une sécrétion minoritaire d'insuline. Et le glucagon, en fait, c'est l'inverse de l'insuline. C'est une hormone qui est catabolique. Donc, certes, on va peut-être mobiliser du gras, mais on va avoir une perte de la masse musculaire et aussi une perte de la masse protéique osseuse. Et donc, une certaine déminéralisation. Donc, vous voyez que ce qui est important, ce n'est pas que le calcium, c'est aussi et surtout l'association au cours du repas de protéines en quantité suffisante, en fonction des besoins, et aussi de l'apport de glucides qui sont insulinosécréteurs. Et si en plus de ça, on veut rajouter une pépite de plus, c'est de rajouter des légumes pour avoir un effet basifiant et pour éviter d'être en acidose. Voilà. Et il y a un super complément alimentaire, tu te souviens que je t'en avais parlé, depuis très longtemps j'en parle, qui existe depuis très longtemps, c'est le POP. C'est pas l'OPO, c'est le POP, la poudre d'huître sauvage du Portugal. Voilà, c'est de l'huître, donc c'est pas la coquille, c'est le mollusque qu'on a mis en poudre et ça s'achète. Donc vous avez soit POP, soit la cure marine du laboratoire Nutrilis. Je ne fais pas de code promo, je parle juste vraiment tranquillou des labos que j'estime. Et on a de l'huître excellent pour l'ostéoporose, aussi en association avec un rééquilibrage alimentaire. En tout cas, là, vous comprenez bien que ce n'est pas qu'une histoire d'apporter du calcium, c'est une histoire de protéines, c'est une histoire de glucides, c'est une histoire d'équilibre acido-basique. Ok. Ouais, donc là, si on récapitule un peu la première pépite, s'il y a un manque de calcium, ça peut être dû à un manque de protéines, voire un excès de protéines, dans certains cas, Ouais. peut-être le plus rare. Mais également, le fait d'avoir un régime dissocié, du coup, ça peut bloquer le rôle de la protéine. Voilà, notamment, ça peut bloquer le rôle de la protéine, notamment parce qu'en fait, ça stimule le glucagon, qui est une hormone catabolique. antagoniste à l'insuline et qui est catabolique. Okay. Ouais. Bon, ça fait déjà plusieurs pépites en une. On va peut-être passer on a encore la première.
Là, tu en as déjà parlé un petit peu, non? Juste peut-être Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Ah oui, il y les a le deux carré de derniers. la santé aussi. Grosso modo, le carré de la santé, c'est capital, hein, parce que c'est bien beau l'assiette, hein, de savoir comment on mange, mais ce qu'on oublie très souvent, c'est l'environnement. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, et ça, je n'invente pas, c'est mon professeur de longue date qui est décédé, hein, Monsieur Robert Masson, qui n'était pas un diététicien mais un naturopathe. Et pourtant, il a été terre à terre, hein. C'était le seul, je crois, en France qui proposait, qui disait que c'était hyper important de manger des protéines animales. Alors que moi, j'avais appris qu'il fallait surtout pas manger des protéines animales parce que c'était caca, qu'on se décomposait, qu'on avait le cancer du côlon. Non, je vous rassure, il n'y a pas de cancer du côlon. Mais en tout cas, selon lui, le respect du carré de la santé, c'est une alimentation qui soit la plus équilibrée possible en fonction des besoins, de la génétique, de l'environnement, du climat, des objectifs particuliers, perte de poids, prise de masse, de l'activité sportive. Ensuite, au-delà de l'aspect alimentaire, il y a le côté exercice. Il faut bouger, on est fait pour bouger, mais il ne faut pas en faire non plus de façon excessive, comme c'est bien souvent le cas actuellement, hein. Si tu regardes un peu les réseaux sociaux, maintenant il faut se défoncer, il faut plus tu transpires et mieux c'est. Moi je ne suis pas trop pour, au contraire on crée un vieillissement cellulaire prématuré et on peut aller dans l'usure, hein. De toute façon, comme on le retrouve chez les sportifs pros, il y a une usure qui se fait, hein. Il y a plus de cellules qui se détruisent que de cellules qui se régénèrent. Donc du coup c'est bien le sport, mais à une certaine mesure et en fonction aussi de la génétique, hein. On n'est pas tous égaux. Troisième pilier, donc troisième pied de chaise, parce que je pense à un peu une chaise. Il suffit que tu aies un pied qui tombe Ouais. ou qui manque, bah, tu as toute la chaise qui tombe, tu vois. Donc le troisième pied de la chaise, c'est la sérénité d'esprit. Donc ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Donc la positive attitude. Et le quatrième pied, c'est le repos. Alors le repos, c'est le repos physiologique. Donc c'est apprendre à pas grignoter tout au long de la journée. C'est pas le thème de ce soir. Il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau. C'est le repos, le fait de bien dormir suffisamment tôt le soir pour se régénérer, parce que durant la nuit, on se régénère. Et aussi, c'est le repos des micro-siestes, par exemple, et repos physiologique, comme on peut le faire dans certaines techniques alimentaires, c'est-à-dire de faire des monodiètes. Mais c'est pas pour perdre du poids, c'est pour juste mettre ses fonctions physiologiques au repos. Ou comme par exemple le jeûne intermittent, qui peut être utilisé à bon escient. Ok. Donc juste petite parenthèse, le carré de la santé, si vous voulez en savoir un peu plus, ça fait partie des thèmes que Audrey aborde dans son podcast Perfodiète. Mm. Elle a fait un podcast dessus. Ok, on va passer à la deuxième pépite, parce que là, il est Ouais. déjà à 35 là. Alors, l'effet thermogénique des aliments sur la consommation de calories. Ça, c'est hyper intéressant, donc je te laisse introduire Ouais. le sujet. Alors en fait, je vous fais part de ça parce que en consultation, bah, les gens en fait, ils savent pas. Ils savent vraiment pas. Parce que souvent, bah, ils viennent me voir à 90% pour la perte de poids. Et souvent, bah, ils me disent, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de l'alimentation. Donc, ils pensent que c'est qu'une histoire d'alimentation. Non, euh, en fait, c'est aussi une histoire de dépense, la perte de poids. Souvent. Pour perdre du poids, bah, il faut créer un déficit calorique. Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait, ce qui est des fois intéressant de faire chez des clients, chez des patients, c'est d'utiliser en fait ce qu'on appelle la thermogénèse alimentaire. Ça consiste en quoi la thermogénèse alimentaire? Ben, c'est de comprendre qu'on peut booster son métabolisme par l'intermédiaire des aliments. C'est-à-dire de booster ses dépenses énergétiques par l'intermédiaire de certains aliments. Donc, c'est-à-dire, en gros, je vais vous faire très court. Donc, ce que je donne très souvent en consultation et en formation. Donc, vous prenez une assiette de pâtes, vous prenez une assiette de poulet ou de bœuf, de boulettes de bœuf, peu importe. À calories égales, ben, dans le corps, ça ne va pas avoir le même effet. En fait, les boulettes de viande, les protéines animales, je vous parle de protéines animales, hein, pas des protéines végétales. Elles ne vont pas avoir cet effet thermogénique. Quand vous consommez des protéines animales, vous allez en fait dépenser des calories. Pourquoi vous allez brûler beaucoup de calories en consommant des protéines animales? Parce que c'est une histoire de digestion. C'est tout simplement de la physiologie. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous parlais de l'estomac, hein, souvenez-vous, avec cet acide chlorhydrique. Mais il faut savoir une chose, c'est que dans votre corps, vous avez des organes qui sont faits de muscles, dits involontaires, donc ils ne sont pas soumis à la volonté. Et ces organes, qui contiennent des muscles, ils se contractent. Donc ça veut dire qu'ils se contractent. Donc à partir du moment où ils se contractent, eh bien, ils dépensent de la chaleur et donc des calories. Et donc quels sont les organes qui se contractent beaucoup? C'est notamment le cas de l'estomac. Et quels sont les aliments aussi qui contractent beaucoup l'estomac? Les protéines animales.
Donc, ça veut dire que les protéines animales, toutes confondues, hein, là, je ne parle pas que de viande, c'est le poisson, les œufs, toutes les protéines animales, la liste est longue, eh ben, vont augmenter le métabolisme de 25%. De 25%. C'est-à-dire qu'en consommant des protéines, eh ben, du coup, ça a un effet déjà rassasiant, mais ça a un effet thermogénique, c'est-à-dire qu'on brûle des calories en digérant les protéines animales. C'est d'ailleurs pour ça que chez les bébés, c'est surtout à proscrire d'avoir trop de protéines dans leur alimentation. Je parle des bébés, des nourrissons. Pourquoi? Parce que en fait, ils ont un système de thermorégulation qui est immature. Et donc, du coup, s'ils consomment trop de protéines, eh bien, ils peuvent être en hyperthermie. C'est parce qu'on a une réelle action sur la thermogenèse alimentaire des protéines. C'est ce qu'on appelle en gros au niveau scientifique l'action dynamique spécifique des aliments. C'est l'ADS, action dynamique spécifique des aliments. Donc on comprend pourquoi dans un régime de perte de poids, ben c'est vrai que c'est intéressant d'utiliser cet effet thermogénique des protéines animales pour restimuler un métabolisme qui est un petit peu dans les chaussettes ou pour éviter au contraire au métabolisme de diminuer, tout en ayant cette action aussi sur la satiété. Mais c'est lié en fait. C'est-à-dire que si vous comprenez que les protéines animales ont un effet thermogénique, ben ça veut dire aussi que du fait qu'elles soient longues à digérer, ben elles sont rassasiantes. Elles sont rassasiantes. Plus un aliment est long à digérer, et plus c'est rassasiant. Donc toutes les protéines animales sont rassasiantes. Si vous consommez des protéines animales à chaque repas, mais en quantité suffisante, pas de façon excessive, ben faites l'essai, vous n'allez pas avoir faim de toute la journée. Et en plus de ça, on a une action aussi au niveau des hormones, notamment la sérotonine, pour les envies de sucre. Donc ça... Ok, donc en fait là, si je résume, par exemple, on prend 100 grammes de protéines, on va en dépenser 25, c'est ça, pour l'absorption et la digestion, c'est ça? Oui, c'est En ça. gros. Donc C'est ça. du coup, il en reste plus que 75. Donc effectivement, pour quelqu'un qui veut réduire son apport calorique, ça peut être intéressant d'avoir Ben, 100 disons, grammes il de faut... protéines plutôt que 100 grammes de glucides, par exemple, Ben, uniquement en fait, uniquement en termes caloriques final. Et le second le truc, truc, c'est c'est qu'il faut que comprendre... c'est rassasiant Oui, parce qu'en fait, parce que ça met du c'est temps à long à être digérer. digéré, quoi. Ok. C'est ça. Juste, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est là, le DET, là, plus ou moins 10% Ah, de... la dépense énergétique totale. D'accord, donc pour les protéines, c'est 25%. Alors là, c'est tout confondu, en fait. C'est vrai que j'ai un petit peu sauté les étapes, parce que dans ma tête, ça fusille beaucoup, ça marche très vite. Donc, en gros, la thermogenèse alimentaire, ça représente 10% de la dépense énergétique totale. Si je dois décomposer la dépense énergétique totale, c'est 65% métabolisme de base. Donc, c'est pas le thème de ce soir. Ça pourrait être un prochain thème, métabolisme de base. Ensuite, on rajoute les 10%, la thermogenèse alimentaire. Ensuite, on rajoute les 20%, 20 à 25%, ce qu'on appelle le NEAT, non-exercice activité thermogénésis. Et je crois que c'est 5% restant, c'est le sport. Donc, vous voyez que la part de sport, finalement, des fois, il y a des gens qui se focalisent sur le sport, mais alors qu'en fait, on pourrait agir à d'autres niveaux, notamment le métabolisme de base et notamment la thermogenèse alimentaire. Donc ça, c'est 10% sur la dépense totale. Mais après, il y a aussi, dans ces 10%, quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'ADS, que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est l'action dynamique spécifique. C'est-à-dire, dans ces 10%, on voit qu'il y a une part qui est importante au niveau des protéines. Alors que regardez au niveau des glucides, on n'est que seulement sur 3 à 5%. Et au niveau des lipides, de 2 à 4%. Alors, quelles sont les différences? En fait, les 4%, c'est surtout les lipides qu'on appelle les oméga 3, d'origine marine, les EPA et DHA. Surtout ça. Ok, Donc ouais. voilà, donc là c'est scientifique, hein, on ne peut rien dire. Donc il y a quand même un effet qui est notable sur cet effet des protéines au niveau métabolique. Ça Et marche. en cabinet, si je dois un petit peu vous faire part de mon expérience sur le terrain, les gens qui viennent me voir, donc comme je l'ai expliqué pour la perte de poids, c'est 90% perte de poids. Quand je regarde leur journal alimentaire, qu'est-ce que je vois? En fait, ils consomment beaucoup trop de glucides, plus ou moins aussi de lipides et pas assez de protéines. Donc en fait, le but dans un protocole de perte de poids, c'est d'inverser la tendance et de mettre plus de protéines et pas de supprimer les glucides, surtout pas parce qu'on l'a vu, hein, elles sont capitales les glucides, mais de diminuer par rapport aux habitudes. Et donc du coup, on a un effet super intéressant sur la perte de poids. Ok, intéressant. Donc là, je parle pas, parce que là aussi, il faut pas non plus faire des mauvaises interprétations, parce que ça existe, les gens ils font beaucoup de mauvaises interprétations. Là, je ne parle pas d'excès protéique, je ne parle pas d'un régime du camp, d'un régime hyperprotéiné. Là, je parle juste de la présence de protéines
à chaque repas qui va avoir un effet très intéressant sur la thermogenèse alimentaire. Donc tout à l'heure, on parlait des quantités, et ben on y revient, c'est-à-dire qu'il faut respecter la quantité qu'on a besoin. On divise par le nombre de repas qu'on consomme, donc 3 voire 4, ça dépend hein, de la personne. Et on essaye d'avoir par repas quelque chose de très similaire d'un repas à l'autre, mais il faut vraiment faire en sorte d'avoir des protéines tout au long de la journée. Parce que malheureusement, on ne les stocke pas les protéines. Ouais, ça, on le verra un petit peu après, hein. Juste, Voilà, c'est après. petite question par rapport à ça. Là, tu parles de protéines, 25 à 30%. Donc, ça veut dire que sur 100 calories, 25 à 30 sont utilisées pour la digestion, entre guillemets, et l'absorption. Mais donc, ce que tu disais, c'est que ça, c'est plutôt les protéines animales. Ah, pas végétal. Et du coup, les protéines végétales, on a combien au niveau des chiffres? Eh ben, en fait, c'est alors les protéines végétales, c'est surtout des glucides. Alors quand je dis protéines végétales, non, alors je vais Ouais. réitérer. On a dans certains aliments des protéines végétales. Donc c'est-à-dire que les gens souvent ils classent les protéines végétales dans ils classent dans les protéines végétales les légumineuses. Les légumineuses, notamment les céréales complètes et les graines oléagineuses. Je vous disais parce que j'ai été végétarienne pendant 5 ans, donc je sais de quoi je parle. J'ai pratiqué ça, mais donc ces aliments-là, les légumineuses, les céréales complètes et les graines oléagineuses, on les classe pas dans les protéines, hein. Lisez tout simplement un livre de composition des aliments et vous allez voir que les céréales, bah, il y a surtout des glucides avant d'avoir des protéines. Quand vous regardez les graines oléagineuses, la plupart, bah, il y a surtout des lipides avant d'avoir des protéines. Et pour ce qui est des légumineuses, bah, c'est pareil. Il y a surtout des glucides avant d'avoir des protéines. Donc du coup, on classe les légumineuses dans les glucides et non pas dans les protéines. Mais ce sont des aliments qui ont une haute teneur en protéines, mais le problème, c'est que ce pas des protéines qui sont assimilables. Et ce pas des protéines qui vont faire sécréter l'acide chlorhydrique. Ouais, ce que tu disais, ouais, d'accord. Ok. Non, c'était pour avoir une idée un petit peu du chiffre protéines végétales, s'il y avait Ah oui. un chiffre. Ok. Ça marche. Hop, on passe à la slide suivante. Et je suis en train de penser juste à quelque chose, le soja. Le Mais soja. justement, par Le exemple, soja, là, du le... soja, on a combien là au niveau de la Ouais. protéine? Alors, le soja, en fait, c'est un petit peu un aliment à part. Pourquoi? Alors, le soja, c'est d'un point de vue quantitatif, apport quantitatif, on est quand même sur un bon apport quantitatif en termes de protéines. Hein, le tofu et tout ça, un bon apport. Donc ça, c'est OK. Au niveau qualitatif aussi, hein, ça peut surprendre, mais on est là pour sur une protéine végétale qui a, on va dire, une bonne assimilation, qui a une bonne valeur biologique quand même, qui a aussi un bon CUD. Un CUD, c'est le coefficient d'utilisation digestive. Il y a d'autres indices comme ça, comme l'indice PDCCAS, l'index DISCO aussi, qui permettent de voir si la protéine que vous consommez, elle est vraiment retenue dans le corps. Voilà, c'est scientifique. Ben, il s'avère que le soja a un indice qui est intéressant où la protéine est bien assimilée dans le corps. Voilà. Par contre, le soja, il y a des soucis. C'est que le soja, à la base, c'est pas une plante comestible, c'est une plante toxique qui a été au début utilisée pour la rotation des cultures au Japon. Et elle a des effets un petit peu délétères sur notre corps, sur le corps humain. Lesquels? Notamment, dans le soja, on a des substances qu'on appelle des antinutriments. Antinutriments. C'est des substances qui sont naturellement présentes dans la plante pour permettre de combattre certains envahisseurs naturels comme les insectes, des climats un petit peu trop chauds, trop froids. Et dans le soja, qu'est-ce qu'on a comme facteur antinutritionnel? On a les lectines, Lectines, sont des substances qui sont comme des glues et qui vont se loger au niveau des intestins et qui vont entretenir une certaine porosité intestinale, qui sera peut-être responsable de ce qu'on appelle le leaky gut syndrome, c'est-à-dire l'hyperperméabilité intestinale, et qui entre en ligne de compte aussi dans l'intolérance au gluten. Ok. Le soja aussi, ben, ça a un effet gloitrogène, c'est-à-dire qu'en fait, ça va tendance à diminuer l'activité de la thyroïde. Donc le problème, c'est qu'on diminue le métabolisme si on consomme de trop le soja. Et le problème, c'est qu'à notre société, il ne faut plus manger de viande parce que ça a un problème au niveau du climat, de l'écologie. Et donc, du coup, ben, le soja, on en trouve de partout. Matin, midi et soir, sous forme de boisson, soja, de yaourt, soja, de tofu, on en retrouve dans la viande, on en retrouve de partout. Donc, sur des personnes qui ont une certaine sensibilité sur les oestrogènes exogènes, eh ben, on peut avoir une répercussion sur le métabolisme. Donc du coup, c'est intéressant en termes qualitatifs et quantitatifs en termes protéiques, sauf qu'au niveau métabolique,
et ben du coup le soja va avoir un effet inverse à ce qu'on recherche finalement. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une action sur le métabolisme, on va le diminuer. Et c'est la chose qu'il ne faut surtout pas faire, surtout si on est dans une optique où il faut rebooster son métabolisme. Ok. Juste là, bon, je vois que tu as l'heure qui est passée tout, Ouais. on va peut-être justement parler de cette slide-là pour Mhm. enchaîner un petit peu après. Ouais. Alors, du coup, donc, on a dit qu'il y avait les protéines animales augmentaient le métabolisme de base, donc la thermogénèse alimentaire, mais vous avez aussi d'autres facteurs qui augmentent ce métabolisme, hein, c'est-à-dire ces dépenses caloriques de notre corps. On a l'apport énergétique total du repas. C'est-à-dire que quand on a des apports caloriques intéressants, on va dire suffisants, eh ben, on a un métabolisme qui fonctionne bien. Au contraire, quand on s'habitue ou quand notre corps s'habitue à des restrictions caloriques très importantes, petit à petit, le métabolisme il diminue. Et donc, du coup, la thermogénèse, elle diminue aussi. Donc, c'est ça qu'il ne faut surtout pas diminuer de trop les apports caloriques dans un protocole de perte de poids. Ensuite, il y a le nombre de repas. Et ça, vous avez dû déjà le voir dans plusieurs magazines. C'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'il faut manger plein de repas dans la journée pour perdre du poids. En fait, ils agissent sur ce niveau-là de la thermogénèse. C'est-à-dire que quand on mange, normalement, eh ben, on brûle des calories. Après, si en plus de ça, lorsqu'on mange, on mange des protéines, ben, on a encore un effet, on va dire, davantage porté sur les dépenses caloriques, sur le métabolisme, sur la thermogénèse alimentaire. Donc ça veut dire que si on fait 6 repas dans la journée et que dans ces 6 repas, on a des protéines animales, eh bien, il est évident que la thermogénèse alimentaire, il est évident que les dépenses caloriques vont être augmentées. Sauf que personnellement, si on pose la question, moi je ne suis pas trop pour parce que ça veut dire qu'il faut toujours manger. On est toujours en activité. Alors qu'au contraire, tout à l'heure, je vous parlais de repos physiologique, c'est-à-dire de laisser le temps au corps de digérer son repas pour manger un autre repas. Donc, ce n'est pas le thème de ce soir, mais je ne suis pas pour le fait de manger plein de repas pour soi-disant stimuler le métabolisme. Mais ça existe. Ça Après, existe. ouais, il y a juste le milieu. Donc c'est intéressant, au même nombre de calories et, et à la même quantité de protéines, si on fait, on va dire, 5 repas au lieu de 3, on va avoir une dépense énergétique supérieure. Ouais. Ça. Sauf qu'on va avoir d'autres conséquences d'autres conséquences. Donc, ça dépend de ce qu'on recherche. Ouais, d'accord, ok. Et ça dépend à qui, encore une fois. Entre un sportif qui se dépense et une personne qui est sédentaire, Ouais, ouais. Bah, moi, perso, c'est différent. ça fait quoi, 20 ans que je prends 5 repas par jour, des fois 4, si jamais c'est un peu juste le matin, mais ouais, enfin moi je trouve que c'est vraiment idéal en termes de, Mhm. Bah, parce que tu fais du sport tous les jours parce que je fais du sport tous aussi. les jours. Ouais. Bah, d'ailleurs, Voilà. les rares jours où j'en fais pas, bah, du coup, naturellement, on a moins envie de manger Naturellement, on a moins faim. et on diminue au moins un apport alimentaire. Ouais. En fait, il faut regarder tout. Hein. Le but encore, c'est pas de dire qu'il faut pas manger plusieurs fois. Ça dépend à qui. Pour quelqu'un qui est en prise de masse, il est évident que peut-être 2, 3 repas, ça suffira pas. Il va falloir plus. Mm. Ça dépend comment est constitué le repas. Mais juste pour vous dire là, c'est que effectivement, bah, quand on mange un repas et que si dans ce repas on a des protéines, et ben on a un effet thermogénique, c'est-à-dire qu'on dépense des calories pour digérer le repas. Ensuite, il y a l'histoire de nature des lipides. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ben, selon la nature des lipides que vous consommez, ben, vous pouvez augmenter un peu plus le métabolisme. C'est notamment le cas des oméga 3 d'origine marine. Les huiles de poisson, par exemple, ou les poissons gras qui contiennent des graisses de type oméga 3. Donc ça a un effet un petit peu thermogénique, mais pas aussi important que les protéines animales. Ensuite, on a des substances thermogéniques. C'est ce qu'on retrouve dans les pré-workouts. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les brûleurs de graisse. Lesquels? Caféine, notamment. On a guarana, on a piment de Cayenne. On a toutes ces substances-là en général qu'on utilise, que les laboratoires utilisent pour stimuler le métabolisme. Pourquoi? En gros, je vais vous expliquer comment. C'est qu'en fait, on va stimuler les hormones du stress. C'est-à-dire que la caféine, le guarana, vous avez aussi le maté, en fait, ils vont stimuler artificiellement les hormones du stress, à savoir l'adrénaline, la noradrénaline et aussi le cortisol. Donc c'est pour ça aussi que on a un effet sur la thermogénèse parce que l'adrénaline, en fait, elle fait le cœur, elle le fait battre plus vite. L'adrénaline, elle a une action sur la vigilance, donc on a du coup les pupilles qui s'ouvrent, donc on est en mydriase, on a une bronchodilatation, on a une force aussi qui est décuplée parce que l'adrénaline, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui veut vous tuer, vous allez voir que vous allez avoir de la force. Ça, c'est grâce à l'adrénaline. Et on recherche ça chez le sportif.
et aussi dans un protocole de perte de poids. Et on a aussi cet effet thermogénique par rapport aux hormones du stress qui sont stimulées. Donc, petite parenthèse, Voilà. quelqu'un qui est par nature assez stressé Ouais. dans sa vie, c'est pas forcément une bonne idée Il va brûler. c'est pas forcément une bonne idée qu'il prenne des substances Ah, surtout pas. Au thermogéniques. contraire, il va falloir l'apaiser et plutôt stimuler le système nerveux parasympathique. C'est le système nerveux, au contraire, qui est antagoniste et qui calme, qui apaise. Para comme parachute. En faisant du yoga, au contraire. Parce que quelqu'un, comme tu viens de dire, qui est très stéréotypé, anxieux, souvent, c'est des gens qui ont du mal à prendre aussi du volume musculaire, notamment. Donc, au contraire, il faudra éviter d'avoir recours à des compléments qui contiennent de la caféine, du guarana, piment de cayenne, du maté ou d'autres. Parce que du coup, on va avoir un effet qui va, du coup, on a un double effet. Ok, ça marche. Et lors du repas, donc Au contraire, il faudra peut-être se tourner vers, vers le fait de fumer du joint. Après, je ne dis pas qu'il faut faire, mais il faut apaiser. Yoga. C'est la fin de la soirée, Frédéric. Des conneries. Ouais. Ok, ça marche pas. On enchaîne donc, alors, l'heure du repas, Ouais. puis comme ça, on passe à la Alors, l'heure du suivante. repas aussi a une influence. C'est par rapport à la chronobiologie. Donc, en gros, l'heure où on brûle le plus de calories, c'est le matin entre 6h et 8h. Pourquoi le matin entre 6h et 8h? C'est pour ça aussi qu'en général, on dit il faut manger des protéines, des lipides. On peut se permettre un petit peu plus de choses le matin. On peut manger du fromage, on peut manger de la charcuterie le matin parce que on a un effet métabolique qui est quand même davantage efficient le matin, entre 6h et 8h du matin. Pourquoi? Parce qu'à cette heure-ci, on a de l'adrénaline qui est bien sécrétée le matin. On a du cortisol, donc tout ce qui est catabolique. Ce sont des hormones cataboliques, hein, l'adrénaline, noradrénaline, cortisol. Ok, ça marche. Et donc, ça veut dire que le matin, le métabolisme est un peu plus actif. Et plus on arrive en fin de journée, et plus au contraire, le métabolisme il diminue. Pourquoi? Parce qu'on va au contraire préparer le sommeil. Donc, on doit s'apaiser. Donc, en termes de stratégie nutritionnelle, il est évident que le soir aussi, on a une sécrétion d'insuline qui diminue. Donc, c'est pas le moment de consommer beaucoup, beaucoup de glucides qui vont beaucoup faire sécréter l'insuline, surtout si on ne se dépense pas beaucoup, surtout en fin de journée où on n'a pas de dépenses particulières et surtout si on a un objectif de perdre du gras. Donc, en gros, si on mange, comment dire, si le petit déjeuner est assez riche au niveau calorique et que le dîner est un peu plus modeste au niveau calorique, on va consommer plus de calories grâce à l'effet thermogénèse que si on a un petit déjeuner faible au niveau calorique et un dîner très riche en calories, c'est ça? Ouais. Ok, Après, il faut regarder aussi, oui, dans une certaine mesure, ok. oui. Bon, donc, voilà, c'est ce Après, que l'idée, d'un point de vue pratico-pratique, idéalement, c'est d'avoir un petit déjeuner qu'on appelle protidolipidique. Protidolipidique. C'est-à-dire que si le matin, il y a quelqu'un qui vous dit aimer manger de la charcuterie, du fromage, du jambon, des œufs, le matin, il ne faut pas lui priver. Vous pouvez un jour lui proposer ça et un autre jour lui proposer une autre idée de petit déjeuner, mais lui proposer plusieurs choix possibles. Comme moi je le fais en général, je propose 3 à 4 idées de petit déjeuner. Mais en tout cas, c'est le meilleur moment de prendre des choses grasses le matin et aussi riches en protéines. Après, le soir, il faut des protéines, mais ce sera au niveau des glucides qu'il va falloir faire attention de ne pas en avoir trop le soir. Mais encore une fois, là, je parle vraiment pour une personne qui ne fait pas de sport en soirée, qui est sédentaire et qui a une optique de perdre du gras. Quelqu'un qui fait du sport en soirée, au contraire, il va lui falloir avoir absolument dans le repas du soir une source de glucides parce qu'on est dans la fenêtre métabolique. ouais, Et pour refaire les stocks de glycogène et refaire les fibres musculaires qui ont été endommagées durant l'entraînement, il va falloir au repas du soir y mettre des féculents. ça marche. Juste Audrey, petite parenthèse, parce que là, on est quasiment à 1 heure là, Ouais. de trucs. Ouais, Maintenant, ouais. il vaut peut-être mieux qu'on aille assez directement à Ouais. l'essentiel au niveau des Ouais. slides. Pas de souci. De toute façon, là, on a fini sur les Bah non, pépites. il reste encore une pépite après. Ah, Ah ouais. les protéines. Bah oui, on est qu'à la deuxième pépite. Ah là, oui, donc, exact. ouais. En tout cas, la nuit, on n'est pas fait pour manger. Ok. Comme il y en a qui font. Donc là, en gros, c'est bon pour cette slide-là. Je passe à la suivante ou tu as d'autres Ouais, choses à tu peux. rajouter? Ok, ça marche. Voilà, on passe à la troisième pépite.
Ah là voilà, la dernière. Donc en gros, c'est sur les protéines, hein. Ça reprend un petit peu la première pépite sur l'ostéoporose, l'assimilation des minéraux au sein du corps. Donc en gros, ce qu'il va falloir faire, c'est déjà savoir combien il vous faut de protéines par kilo de poids par jour, en fonction de vos besoins, si vous êtes sportif, si vous êtes sédentaire, quelle discipline vous faites. Ensuite, vous allez diviser par le nombre de repas pour avoir vraiment quelque chose de très régulier. Dans la mesure où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le corps ne peut pas mettre en réserve les protéines. On n'a pas de réserve de protéines. On a des réserves de gras, dans le tissu adipeux notamment. On a des réserves de sucre, de glucides, notamment dans le glycogène, entre autres, dans le foie et les muscles, mais on n'a pas de réserve de protéines. Donc ça veut dire que durant toute la journée, on a un turnover protéique. Il faut apporter des protéines à chaque repas pour permettre un entretien de nos cellules musculaires, de nos enzymes, de nos hormones, de toutes nos fonctions. Ça, c'est capital. Maintenant, savoir quoi comme protéines? Des protéines animales. Pourquoi? Parce que les protéines animales, au niveau de leur structure chimique, elles se rapprochent le plus de nos protéines fonctionnelles et de nos protéines structurales. Voilà. Et ça, on ne peut pas dire l'inverse. Voilà. Après, on peut faire une certaine association, ce que font les végétariens, mais ça ne remplacera jamais. Ce n'est pas équivalent. Donc là, ça reprend un petit peu cette première règle, à savoir des protéines de qualité. Donc, c'est-à-dire quoi de qualité? C'est protéines animales ou sous-animales. Les protéines sous-animales, c'est les laitages, les œufs, et aussi tout ce qui est produits diététiques du sportif, comme la whey, par exemple, l'isolate de whey. Ou sinon, ça peut être même des produits diététiques comme la poudre de blanc d'œuf en poudre. Ouais. Donc, protéines de qualité, à chaque repas, comme je vous l'ai dit. Donc ça, c'est règle Ouais, numéro 1. Juste là, j'insiste sur un point parce que je ne sais pas si les gens ont bien assimilé ce point-là qui est ultra important, parce que tu l'as dit, mais c'est entre deux lignes. C'est qu'en fait, si par exemple, vous avez, je sais pas, un besoin, on simplifie, hein, de 2 grammes par kilo de poids au niveau des protéines. Voilà. Par exemple, C'est beaucoup. je pèse 80 kilos, je prends 160 grammes par jour. Non, mais c'est encore dans la. Non, je fais beaucoup de sport, 2 grammes, c'est Oui. pas. Donc 160 grammes. Donc il me faut 160 grammes par jour. Supposons que le midi, j'ai pas de chance, avec une boulangerie dans le coin. Voilà, en gros, j'ai un truc où il n'y a pas de protéines, quasiment pas. Euh, En fait, si j'essaie d'avoir toute ma quantité de protéines entre le petit déjeuner et le dîner, d'avoir les 160 grammes, en fait, ça n'a pas vraiment marché. Non, Il faut vraiment, en fait, que, y c'est ça. compris au déjeuner, je me débrouille pour Ouais, avoir une dose de protéines. Ça, c'est hyper c'est ça. important. Et C'est donc, ça, exactement. petite parenthèse, parce que là, ce week-end, par exemple, j'étais en train de faire du snowboard. Euh, et en fait, voilà, on n'avait vraiment pas de quoi, pas vraiment de choix pour manger. Bah là, le fait d'avoir par exemple des barres de protéines avec moi, où je pouvais avoir 20 grammes de whey en Mm, plus, mm. bah, du coup, ça permet en fait d'avoir cette assimilation en plus. C'est ça. Donc voilà, ce qui est important, c'est qu'en fait, si vous avez un repas où il n'y a pas de protéines, en gros, vous ne pouvez pas vraiment le rattraper. Non, Finalement, c'est un peu complètement. comme le sommeil, quoi. On le rattrape pas, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est hyper important parce qu'on se dit, voilà, j'ai pas pris ma dose de protéines le midi, le soir, je le double. Pas du tout. Parce que le soir, vous avez besoin de tant de protéines et on n'a pas de réserve, comme je vous l'ai dit. Donc, du coup, le trop que vous prenez, en fait, ça va se transformer en déchets, urée, acide urique, créatinine, que les reins et le foie vont devoir éliminer. Donc, finalement, on se retrouve avec une certaine usure cellulaire. C'est-à-dire que les cellules du rein et les cellules de foie vont devoir travailler plus que qu'ils sont censés faire à l'instant T. Donc c'est pour ça que c'est bien, on va dire de façon générale, encore une fois, il ne faut pas commencer à être orthorexique et à se dire oh là là, j'ai pas mangé mon steak haché le midi, je vais me décomposer. Non, on ne se décompose pas, sinon il y aurait plus d'hommes sur Terre. Euh, on s'adapte, mais on va dire que si on veut optimiser notre santé, si on veut optimiser toutes nos fonctions structurales, fonctionnelles, c'est vrai que c'est une règle qu'il faut essayer d'appliquer et j'allais dire jusqu'à la fin. Voilà. Et après, on adapte les doses en fonction de la personne. Mais c'est vraiment capital à chaque repas. Donc, en gros, on a aussi un autre calcul que je vais vous donner chez les sportifs. C'est entre 0,3 à 0,5 grammes de protéines de qualité par repas. C'est encore un autre calcul. Il y en a plein d'autres. Hein. Donc, ça veut dire que toi, par exemple, Fred, tu m'as dit que tu pèses 85 kilos. Ouais. Donc, ça veut dire que minimum par repas, il te faudrait prendre 85 fois 0,3 grammes de protéines à 0,5 fois Ouais. 85 pour avoir Mais là, du coup, tu par te bases repas. sur 3 repas, c'est ça, hein? Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, donc en fait, c'est C'est ça. valable pour 3 repas. Ok. Voilà, ça dépend un petit peu du nombre de repas. Ouais. Donc, ça dépend des habitudes Parce que moi, de la personne. Il en faut gros, s'adapter. ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai calculé
Bon, je suis peut-être pas à 2 grammes, mais je suis un peu moins, peut-être à 1,8. Mais bon, on simplifie avec 2 grammes. Tu vois, 80 kilos, 160. Et du coup, je divise par 5. Et j'en suis du coup à 32 grammes par repas, quoi, Ah, pour bon, avoir là, un on y est ordre d'idée. pratiquement. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, C'est ça. on passe à la. Ouais, donc Règle ça, numéro 2. on en a parlé Donc, déjà. c'est ce qu'on a dit. Ouais. Voilà. C'est l'excès de protéines à un repas Ça ne aussi, remplace pas on en a parlé l'absence à en un fait, autre hein. repas. On en Donc, c'est parle ce que je aussi. viens de dire. Donc, Et en plus, on a ça, une on a perturbation de la parlé flore aussi, c'est intestinale. le schéma C'est qu'on la a vu tout à fameuse l'heure. chose capitale. Voilà. C'est-à-dire que quand vous consommez, par exemple, de la viande ou du poisson, ben, à minima, mettez-y un peu de pain. Sinon, si vous avez envie ce jour de manger une petite madeleine, ben, mangez une madeleine. Mais en tout cas, il vous faut un aliment qui vous fasse sécréter l'insuline. Voilà. Pour déverrouiller la cellule et permettre finalement à la protéine que vous consommez d'être bien assimilée au sein du corps. D'accord, donc si on résume, lorsque l'on mange des glucides en même temps que les protéines, ça permet Oui. en fait une meilleure assimilation de la protéine. C'est ça. Et C'est ça. l'idéal comme glucide, comme type de glucide, c'est l'amidon. Donc, c'est-à-dire ce qu'on a dans la patate douce, le pain, pâtes, riz, pommes de terre, et tout ce qu'on en fait aussi, des céréales, même légumineuses aussi, hein. Ok, ça marche. On va passer, ben voilà, donc là, on a fini sur les 3 pépites. Bon, ça a duré 1 heure au lieu d'une demi-heure. Je sais qu'Audrey adore parler et puis qu'elle a la Putain, pensée un petit peu en effervescence. Donc, en bon sens, ouais. mais donc du coup, voilà, on a fait des petites parenthèses en plus. Donc il y a d'autres pépites hein, dont on a parlé Mm, avec le soja et compagnie. Donc mm, là, ben, en fait, parce exact. que j'ai des questions par exemple de Kevin, ben, tu vois, qui me demandait si on pouvait faire des formations entre 2 et 6 mois, plutôt le soir, pour éviter un BTS diététique. Donc je lui ai dit plutôt oui en fait, hein. Et là, on va un petit peu parler de ta formation, donc nutrition du sportif Mhm. Perfodiète, et plus particulièrement de celle que tu appelles le blended learning. Donc je te laisse présenter un petit peu Oui. ta formation. Ah, merci Samuel au passage, hein. On pourrait continuer. Très intéressant. En général, c'est toujours ce qu'on me dit. Merci à toi en tout cas. C'est avec plaisir. Donc, formation en blended learning. Alors, c'est quoi le blended learning? C'est une forme qu'on appelle hybride. Le hybride, c'est quand on mélange une partie qu'on apprend en direct, en e-learning à distance, avec souvent, en général, c'est une plateforme LMS, une plateforme où vous connectez avec un mot de passe et vous apprenez des cours. Avec moi, il y a des vidéos. Voilà. Il y a 65 heures de vidéos. Et vous avez des quiz. Voilà, ça c'est la partie e-learning. Et en plus de ça, dans la formation blended, bah, vous avez en plus du présentiel, mais version live derrière un écran. Mais dans les faits, hein, vous avez des organismes de formation qui proposent du hybride, mais c'est moitié apprentissage derrière un écran et moitié apprentissage en cours dans une classe. Ben moi, au lieu d'être dans une classe, ben on est comme on fait là ce soir, en live, et on fait que de la pratique, des mises en situation, des exercices concrets, pour pouvoir finalement mettre en pratique la théorie apprise. Parce que là, il y a un monde. Donc, c'est-à-dire que c'est là cette plus-value, c'est ce système d'apprentissage qui donne vraiment cette valeur et qui permet vraiment à un professionnel du sport de pouvoir vraiment réellement accompagner un client. Ok, donc Donc, quelques. il y a 44 heures de cours en live et 100 heures de cours Ouais. sur Alors plateforme ça, si ça LMS. ne te dérange pas, on va le voir un petit peu après parce qu'il y a des Ah, pardon, slides qui en ouais, parlent. j'ai même pas lu. Là, le but, c'est un Oui, petit les peu de thèmes voir un petit peu abordés. les thèmes abordés. Les thèmes abordés, ben, dans la formation, déjà, on aborde l'alimentation de monsieur, madame, tout le monde. On est obligé, voilà, de la personne lambda qui n'est pas sportive. Et après, moitié formation, ben, on aborde la nutrition spécifique du sportif avec toutes les thématiques qu'un professionnel du sport rencontre, hein, à savoir perte de poids, à savoir prise de masse musculaire, à savoir aussi sport d'endurance et notamment préparation et alimentation de compétition. Et aussi tous les compléments alimentaires qui sont dédiés à ces 3 thématiques, perte de poids, prise de masse musculaire et aussi sport d'endurance. Tout sport d'endurance confondu, hein, que ce soit trail, nage. Et après, ben, voilà, c'est un petit peu tout ce que vous voyez à l'écran. Ok, ça marche. Donc je te laisse, je te Alors, laisse parler parce que finalement c'est ouais. important hein, ces termes Ouais. de Ben, Calliope. la première chose qu'on me pose comme question, avant même de savoir le contenu, des fois, c'est savoir si je suis pas CPF. Donc, non, je suis pas Non CPF. mais Par contre, il y a voilà. encore plein d'autres formations, hein, et je suis surtout c'est certifié Calliope. Calliope, c'est gage de qualité. C'est une charte. Donc, ça veut dire qu'il y a des financements possibles, mais il faut être Calliope pour avoir des financements.
Ok, ça marche. Donc, quand vous cherchez un Et organisme de Dataloké, formation, et du coup, qu'est-ce que ça alors c'est implique? pareil. En fait, avant Datadoké, c'était avant le Calliope. D'accord. Ça remplace maintenant, Ok, ça marche. mais c'est beaucoup plus costaud. Alors ça, c'est Petite un chose aussi. élément intéressant, c'est le tutorat et le mentorat pendant et après la formation. Est-ce que ça, tu peux en parler un peu plus en détail? Ah ouais. Alors déjà, pendant la formation, que ce soit en e-learning ou en formation hybride, vous êtes accompagné avec moi. C'est-à-dire que dans la semaine, vous avez vos cours, vous avez votre classeur, vous avez les vidéos, vous avez éventuellement, si vous faites le blended, le live, mais vous avez le tutorat. C'est-à-dire que je suis là au besoin pour répondre à toutes vos questions. Voilà. En général, la formation, elle est bien conçue, j'ai très peu de questions. Mais je suis là au cas où et je prends le temps nécessaire pour répondre au contenu. Et le mentorat, c'est différent, c'est une fois que la formation est validée et que vous avez commencé voilà, à accompagner des sportifs au niveau de leur alimentation, et ben, vous vous retrouvez face à un petit problème, et ben, vous pouvez tout à fait faire appel à mes services qui seront entièrement gratuits. Ça fait partie voilà, de ma casquette, ça fait partie de la formation parce que je suis diététicienne du sport et des fois, eh ben, il vaut mieux s'adresser à une diététicienne du sport pour ne pas faire d'erreur. Après, je rassure, pendant la formation, je vous apprends vraiment, en tout cas, à savoir déléguer et surtout à ne pas empiéter sur le métier diététicien qui est encadré en France. Voilà. Juste une À petite partir du moment où vous parenthèse, parce que respectez les règles, le mentorat, je suis pas sûr qu'ils aient vraiment compris du coup ce que tu faisais. En fait, le mentorat, ce qui est vraiment important, c'est qu'une fois que vous êtes diplômé, en fait, Audrey peut vous accompagner et vous conseiller pour la mise en place en fait concrète de ce que vous avez appris dans votre métier de coach sportif. Donc, par exemple, ça. si vous avez des clients et que vous ne savez pas comment intégrer la partie nutrition dans vos coachings, notamment à quel moment le faire, par quoi commencer, etc., en fait, elle peut vous conseiller sur cette partie-là. Et là, donc, la Ça. formation est déjà terminée, vous êtes déjà avec vos clients et vous ne savez pas comment gérer cette partie nutrition, bah, Audrey est encore là en fait pour vous accompagner. Voilà, c'est ça qui est vraiment Exactement. important. Ouais. Merci Fred, tu reformules, mais effectivement, c'est beaucoup plus clair. Ça marche. Donc là, on a un petit peu une petite comparaison entre le blended learning, donc la partie e-learning plus live, et le e-learning en termes voilà, sur tout un tas d'aspects. E-learning, en fait, c'est le même contenu, sauf qu'il n'y a pas les classes virtuelles. C'est tout. Mais le contenu est strictement le même. La différence, c'est que le e-learning, vous pouvez débuter à tout moment de l'année. Il n'y a pas besoin d'attendre une session. Là, par exemple, la prochaine session, c'est au mois de mars. Mais pour des gens qui sont super impatients, bah, il y a le e-learning. En termes de durée, on est sur 100 heures. Il y a dans ces 100 heures, 65 heures de vidéo, comme je vous l'ai dit. Il y a 35 heures de travaux à faire à la maison. Parce qu'il y a Ouais. des exercices concrets à faire. Au niveau de la durée, on est entre 3 à 6 mois pour la forme e-learning. 3 mois, c'est vraiment pour des gens qui sont déjà baignés dans la nutrition. Voilà. Ou sinon, qui n'ont pas d'activité professionnelle et qui font que ça. Qui se disent, voilà, j'ai 3 mois, je me plonge dans les bouquins. Mais personnellement, il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup d'informations. Donc 6 mois, c'est quand même beaucoup, mais c'est suffisant pour pas être en surmenage, au niveau de l'apprentissage. Le prix 1490, donc comme on l'a fait Frédéric, si vous le faites au nombre d'heures, donc vous faites 1490 divisé par 100, ben vous avez 14,90 € d'heure, ce qui est vraiment faible par rapport à d'autres concurrents. Donc ça, c'est hyper important quand vous faites des comparatifs, c'est vraiment de regarder le nombre d'heures. Vraiment, vraiment capital. Et pour la forme live, comme j'étais en train de vous expliquer, qui est vraiment top parce qu'on est vraiment immergé dans le domaine de la nutrition, on est sur 144 heures, donc c'est-à-dire pareil, hein, on est sur 65 heures de vidéo, 35 heures de travaux à faire à la maison et 44 heures de live en direct. Les lundis matins, c'est en général de 9h à midi, de 9h à 13h, autant pour moi. Et là, la durée, c'est de 4 à 9 mois. C'est un peu plus long. Et le début de la formation, bah, ça dépend des sessions. Donc là, la prochaine, comme je vous l'ai expliqué, bah, c'est le 1er mars. Et en général, il y a 3 voire 4 sessions par an. Le prix, il est de 1790, donc au taux horaire. On est à moins finalement que l'e-learning, on est à 12,43 €. Et vous pouvez bien entendu payer en plusieurs fois. Et dans les deux formes d'apprentissage, il y a des financements possibles. Ouais, ça, on verra un petit peu plus en détail. Mais justement, Voilà. au niveau des financements, là, on a un petit peu un point sur les financements possibles. Donc juste OPCO, en fait, si vous êtes coach sportif diplômé, vous êtes automatiquement en fait
vous cotisez automatiquement en fait un organisme OPCO. En général, c'est le FIFPL. L'AGFIS, c'est quasiment plus le cas pour les coachs sportifs. Et donc voilà, c'est ça en fait l'OPCO. Et donc tous les ans, en fait, vous avez votre porte-monnaie qui est remis à zéro en fait. Ouais. Et si vous l'utilisez pas, vous pouvez pas cumuler. C'est ça. Donc c'est perdu. En général, c'est 700 euros. L'année dernière, c'était 700 et quelques euros. Pour le FIFPL. Hein. Et pour Ouais, l'AGFIS, c'est ouais, beaucoup plus, mais bon, après, ouais. Après, il y a l'AFDAS, hein. Là, c'est pour le côté des salariés ouais. dans le domaine du sport. Ok, donc il y a Pôle emploi pour ceux qui sont en recherche d'emploi et les aides régionales. Mm. Et donc, il n'y a pas le CPF. Non. Ok, mais tant que tu disais, le CPF, finalement, il n'y a aucune formation en nutrition. Oui, alors faites vraiment, vraiment attention parce que j'ai voulu déposer la formation au CPF, ça a été refusé. C'est pas dit que ça le soit hein, pour les diététiciens, malheureusement. Mais voilà, faites vraiment attention par rapport à ce que vous voyez sur Internet, sur les réseaux sociaux. Parce que quand vous voyez un organisme de formation qui vous dit être CPF en nutrition, nutrition du sportif, il faut vraiment voir si à l'issue de la formation, vous avez un titre qui est reconnu auprès de France Compétences. Donc il faut aller sur France Compétences, vous tapez l'intitulé exact de ce qu'on vous délivre et vous voyez si ça existe. Parce qu'en fait, il y a eu tellement d'arnaques qu'en fait, il y a beaucoup d'organismes de formation qui ont utilisé un autre code. Et en fait, vous n'allez pas avoir un titre dans le domaine de la nutrition du sportif. Vous allez avoir un titre dans le management, vous allez avoir un titre dans la couture, vous allez avoir un titre peut-être dans la création d'entreprise, mais pas dans la nutrition. Alors, certes, il y a un financement, mais si vous recherchez vraiment un titre, il n'y en a pas. Et il n'y en a pas en nutrition du sportif. Voilà, c'est tout. Il n'y en a pas. Ok. Donc en fait, si les organismes jouent les règles du jeu de manière honnête, en fait, il n'y a pas de financement possible en CPF pour une formation. Voilà, il n'y a pas de formation à ce jour en France CPF dans le domaine de la nutrition du sportif, qui délivre un titre reconnu par France Compétences, qui chapeaute tous les titres français. Ok, donc voilà, c'est quand même important ça. Voilà. Donc après, bon là, tu en as déjà parlé, mais voilà, c'est un peu le programme donc commun, 65 heures de vidéos en e-learning, 35 heures de travaux à la maison, 50 quiz, et un super gros classeur de... Maintenant, il fait quasiment 400 pages, tu disais, c'est ça hein. Enfin bon, bref, à chaque fois, il grossit. Quoi. Mais bon, bref, vous avez une sorte de gros bouquin là, avec vous. Il est là. Voilà, il n'y a pas besoin de l'imprimer, tu vois, c'est effectivement. Voilà, tu vois, ça changeait de ce que tu avais fait à l'époque, regarde. Ouais, c'est un bon pavé quand même. Donc, tu vois, donc c'est tout moi qui l'ai rédigé. Donc au moins, vous allez économiser en frais d'impression, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Et ok, donc après le blind learning, donc c'est 11 matinées de 4 heures. Donc là, par exemple, ceux qui font les 11 matinées de 4 heures et qui commencent le 1er mars, c'est quoi les matinées? C'est entre mars et mai, c'est ça? Alors oui. Alors en fait, c'est ça. C'est vrai que c'est hyper important. Et ça, j'ai oublié de vous le dire. C'est l'entrée en formation officielle, c'est le 1er mars. C'est-à-dire que, admettons, toi, Fred, tu t'inscris. 1er mars, tu vas avoir accès à la plateforme. Avec, au préalable, je t'aurais déjà envoyé au préalable les classeurs. Le classeur. Et c'est qu'à partir du 19 mars que tu vas pouvoir commencer les visioconférences. Pourquoi le 19 mars? Pourquoi après? Parce qu'en fait, on est dans une forme de pédagogie dite inversée. C'est-à-dire qu'il faudra que tu commences à apprendre les premiers modules pour, on va dire, mettre en application la théorie le 19 mars. On est sur la pédagogie inversée. C'est-à-dire qu'on apprend la théorie avant et ensuite on met en application lors des classes virtuelles. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un décalage entre l'entrée en formation et la première classe virtuelle. Bien sûr, ok. Donc en fait, les classes, elles sont en gros entre mi-mars et fin juin, c'est ça? Enfin, non, mars, avril, mai. En fait, Et fin c'est mai, une c'est par ça? semaine. D'accord, ok. Oui, c'est toutes les semaines. Donc c'est entre mi-mars et juin, c'est ça? Ou mai? Oui. C'est ça? Ouais. Ok, ça marche. Et après, bon, bah, les avis. Ça, en fait, j'ai demandé parce que j'ai des personnes qui ont suivi la prépa BPGEPS online et qui ont suivi la formation d'Audrey. Et puis voilà, les retours qu'on avait eus, que c'était au top, Sur pas de Google, chercheurs ouais. d'informations, que c'était bien ciblé, vraiment content de la formation. Et sur Audrey, qui a été arrangeante et cool. C'est vrai que t'es cool là, comme nana, c'est cool. Et alors là, justement, je fais un petit peu un point par rapport à Samuel, qui me disait qu'il allait sûrement finir son CQP IF fin juillet avant de se mettre à la formation, effectivement. Parce que bah, c'est vrai qu'on peut conseiller la formation après le diplôme, parce qu'au moins vous êtes diplômé et vous avez un peu la voie de libre. Et du coup, vous pouvez commencer à coacher et vous former en parallèle.
que c'est super intéressant. Mais également avant le diplôme, et nous, ça a été le cas justement pour ceux qui ont suivi la prépa, c'est-à-dire que là, on est genre maintenant, ils se préparent au concours d'entrée, ils ont quand même le temps. Bon, s'ils n'ont pas une activité à plein temps à côté, ils ont un peu le temps, ils savent qu'ils vont commencer les cours en septembre, mais ils se disent, si je commence ma formation là le 1er mars, en fait, je l'aurai terminé avant la rentrée du C'est ça. BPGEPS et du CQP. Et du coup, quand j'aurai terminé mon BPGEPS et mon CQP, j'aurai à la fois la casquette de coach sportif et celle de conseiller en nutrition. Et du coup, je peux enchaîner avec mes clients en ayant C'est ces ça. doubles casquettes-là. C'est ça. Donc, Et surtout, c'est que c'est pour ça que moi, quand je l'ai créé, mais je trouvais ça mais tellement indispensable, la nutrition et le sport. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi il n'y a pas ça dans les référentiels. Voilà, mais c'est la France. Mais en tout cas, c'est indispensable. oui, oui. Bah après, Indispensable. c'est pareil, il n'y a pas la nutrition, puis il n'y a pas tout ce qui est management, gestion et tout, de Ouais. création d'entreprise. Donc. Complètement. Et donc, bah, comment se renseigner? Bah, là, voilà, il y a le numéro, donc n'en abusez pas du numéro de téléphone d'Audrey. Il y a son email et il y a la page pour se renseigner sur sa formation. Je vais peut-être la mettre aussi en commentaire, mais de toute façon, vous l'aurez dès qu'on termine le webinaire, vous l'aurez, donc il n'y a pas de. Vous n'êtes pas obligé de la noter ici, mais je vous la mets quand même en commentaire ici. Et du coup, on va pouvoir commencer les questions-réponses. Alors moi, j'avais une question de Céline là, qui disait, est-ce qu'il serait possible d'avoir un lien pour voir une vidéo pour se donner une idée de ce que donne un cours en e-learning? Alors, en toute honnêteté, un lien, non, parce qu'en fait, pour vous expliquer, la plateforme c'est tout est emboîté. On n'a pas un cours qu'on peut, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible au niveau pratico-pratique, hein. C'est pas que je ne veux pas, mais c'est pas Oui, possible. bien sûr. Et après, est-ce que du coup, il n'y a, je sais pas, une vidéo YouTube ou peut-être Alors, il y a via tes podcasts, peut-être pour que je te donner une les idée, je sais podcasts, pas. ouais, ça donne une bonne idée au niveau pédagogique, au niveau contenu. Et sur la page YouTube, et ben effectivement, j'ai les podcasts aussi que j'ai mis et que j'ai aussi sur Spotify, sur D'accord, ok. Apple Podcast. Donc, je mets donc taper Hyperfodiette sur YouTube ou sur votre Ouais, appli de podcast. Et là, déjà, tu auras une idée un petit peu de comment Audrey s'y exactement. prend. Voilà. C'est Mais pareil, hein. C'est pareil, sauf qu'il n'y a pas de slide. Mais comme je vous ai parlé ce soir, bah, c'est exactement pareil au niveau des classes, au niveau des vidéos. Après, vous avez un PowerPoint. C'est bien, en général, c'est bien conçu. ok. Apparemment, Céline est satisfaite de notre réponse. Je regarde juste après. Il me semble qu'on a répondu aux autres questions. Il me semble aussi. Ok. Ok. Et est-ce que du coup, vous avez d'autres questions maintenant? C'est parti là. Vous pouvez nous poser vos questions à la fois sur le contenu là, des astuces qu'on a vues, à la fois sur la formation, mais également sur des thèmes liés à l'alimentation, mais qu'on n'a pas vus. Si vous avez des questions dessus, Audrey pourra y répondre, peut-être moi aussi d'un point de vue pratique de coach sportif. Mais, ouais. Bon, déjà, en commentaire, est-ce que vous pouvez mettre déjà si vous avez appris des choses vraiment intéressantes aujourd'hui ou pas? Est-ce que vous avez eu Bon, après, il faut être sincère, des hein. pépites ou pas? Est-ce que vous C'est connaissiez toujours tout ou pas? important. C'est super important, en fait, en tant qu'organisme de formation, d'avoir les réels retours. C'est vrai, pour une amélioration continue. Ouais. Ok, bah, n'hésitez pas Mm, mm. à marquer dans les commentaires si. Ok. Donc, Céline, oui, cela m'a changé mes croyances. À quel niveau, Céline? Ouais, intéressant à quel niveau. Et Kevin, mais ça donne envie d'apprendre cette formation. Ouais, non, mais En plus, Kevin, c'est ce qu'il a fait. Il a déjà fait une formation, hein. d'accord, Maxime, extrêmement intéressant. Bah, merci, ça fait plaisir d'avoir Merci, Maxime. ces retours. Donc, oui, effectivement, ce serait intéressant, Céline, de savoir quelles croyances ça a modifié là. Sabrina, j'ai appris beaucoup même en ayant lu le livre La nutrition du sportif. Nutrition sportif, ouais. Ah ouais. Je ne mangerai pas que de la salade et des légumes avec les protéines. Ah Ouais, oui, souvent, d'accord, hein, par les rapport à femmes ont ça. fait ça, hein. Bah, c'est vrai que par rapport à ça, il y a eu quand même beaucoup de Ouais. choses qui ont été dites Ah ouais. sur la dissociation. Alors, c'est bien parce que ça aide au niveau digestion.
Alors Ouais, ça, le exactement. seul avantage qu'on en retire, c'est l'effet qu'on a un confort digestif. Je mangerai des frites. Sauf que Sauf que, bah, du coup, on a faim, surtout, parce que la digestion est facilitée, donc on va avoir faim beaucoup plus rapidement. Ouais. Mais surtout, c'est qu'on va pas avoir un effet anabolique. Donc, surtout pas à faire chez un sportif. Je souhaite être coach sportif, apprendre comment faire du sport et pouvoir compléter leur programme avec de l'alimentation. Savoir de quoi on parle Donc, ça va est plus. un vrai plus, complètement. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que ça, c'est une grosse. C'est quelque chose qui est important à avoir en tête, c'est qu'effectivement, à court terme, des fois, en changeant de mode alimentaire, par exemple en étant vegan ou par exemple en faisant du dissocié, on peut ressentir effectivement à court terme un regain d'énergie Complètement. lié au fait que finalement on passe moins de temps à digérer parce que comme vous C'est disait ça. Audrey, en fait, les protéines animales mettent plus de temps à digérer et consomment plus de calories. Donc forcément, ça prend une partie de l'énergie nécessaire. Mais donc il y a toujours cette question du ce qu'on ressent à court terme et après ce qu'on ressent, les conséquences à long terme après plusieurs années, quoi, voire plusieurs dizaines d'années. Quoi. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, il y a eu d'ailleurs The Game Changer hein, sur Netflix qui a fait couler beaucoup d'encre. Le problème, c'est qu'il se base surtout sur du court terme. Il ne regarde pas en fait l'effet de l'alimentation végétalienne sur le long terme. Voilà. Donc là, en fait, c'est pas très scientifique. Hein, c'est pas une vision scientifique des choses. Sur le long terme, on a beaucoup de problèmes. Après, comme je dis, il y a des cas exceptionnels. C'est rare. C'est pas ce qui est représentatif des gens que je rencontre. Mais en tout cas, c'est exceptionnel. Il y a des gens, peut-être 3% de la population, qui vont vraiment bénéficier de l'alimentation végétalienne en faisant du sport à haut niveau, sans avoir de contre-performance, sans avoir de blessures, d'épuisement, sans avoir de problèmes d'immunité, pas de problème de catabolisme, mais c'est rarissime. Hein. Le problème, c'est que les gens vont peut-être faire des livres sur ces 3% de la population et vont négliger les 97%. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que les gens, la majorité, c'est 97%. Donc il faut pas oublier ça. Il y a toujours des cas exceptionnels. Mais dans les faits, le végétalisme, quand on est un sportif haut niveau, on en paye. On paye. Voilà. Au bout de quelques années, pas au début, comme tu l'as dit, Frédéric. Mm. Au début, tout va très bien. Au contraire, c'est confort digestif. On a des super performances sportives, mais ça dure qu'un temps. Alors, j'aime bien Kevin, mais êtes-vous sérieux, vous, dans votre alimentation? Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis tellement convaincue que, en fait, Ouais, ce que je conseille, je l'applique depuis mes 17 ans. Quoique ça. non. J'étais végétarienne pendant 5 ans. J'ai fait du dissocié pendant très longtemps parce que mon papa, qui a 75 ans, en fait, il était sapeur-pompier. Et en fait, quand il avait 18 ans, c'est ce qu'on lui a appris. On lui a appris qu'il fallait faire du dissocié pour avoir un confort digestif. Donc, dès que j'étais en surpoids quand j'étais un peu plus jeune, il m'a dit, Audrey, voilà, pour plus que tu aies de problème de poids, tout ça, eh ben, il faut faire du dissocié. Et j'ai pris cette habitude. Et après, ben, c'est quand j'ai rencontré Monsieur Robert Masson que j'ai fait des études. J'avais 24 ans, 20, ouais, j'ai commencé à aborder cet aspect des choses, des protéines, hein, et de ne pas faire du dissocié. J'avais entre 23 et 24 ans. Voilà. Donc, mais avant ça, je faisais du dissocié. Mm. Donc, c'est sûr que on Donc, voit la voilà. En différence. fait, ce qui est Mais intéressant sinon, aussi avec Audrey, c'est son histoire par rapport à l'alimentation, parce qu'effectivement, elle était en surpoids jeune, et après, tu as testé vraiment, bah, voilà, tout, plein de choses. d'avoir une alimentation végétarienne. Tu as testé genre pendant 4-5 ans, Mm. donc tu sais de quoi tu parles. Tu as testé le régime dissocié aussi. Ouais. Et du coup, c'est intéressant parce que on n'est pas que dans la théorie, tu as testé sur toi Mm. également. Quoi. Ouais. Et après, ben, par les études, j'ai vu tellement de courants différents dans les médecines naturelles, avec le crudivorisme, manger tout cru, à enseigner sur des bottes de paille, version. J'ai vu, mais tout plein de choses. Mm. Et du coup, bah, c'est vrai, j'ai réussi à faire une synthèse en retirant ce qu'il y avait d'intéressant et en ayant une approche scientifique de par un cursus officiel de diététique. Cousmine, bien entendu, la crème Bucini. Alors, crème Budwig, oui, mais crème Bucini, alors jamais. Ah, oui, Budwig. Oui, ok. Crème Budwig, bien sûr, j'ai été élevée à la crème Budwig. Mon papa m'a élevée à la crème Budwig. Alors, est-ce Donc, que je tu peux connais très expliquer bien. ce que c'est? Parce que moi, tu me parles chinois là. Alors, crème Budwig, c'est Doctoresse Cousmine, hein, qui est suisse. Et en fait, c'est l'une des précurseurs. On dit une précurseur ou un précurseur. Elle a Ouais, été précurseur.
on va Ouais, dire, bon, on s'est compris. elle était précurseur. Précurseur de la nutrition, de l'importance de la nutrition pour la santé. Donc, elle a écrit des super livres que je dois avoir derrière moi. Et elle a créé en fait un petit déjeuner complet qui contient vraiment ce qu'il faut en termes de macronutriments, de micronutriments. Donc, c'est quoi? Ben, en général, c'est le petit suisse avec la banane, avec de l'huile. À l'époque, c'était l'huile de, je sais plus, pépins de raisin, ou maintenant, ça a été changé. Euh, En tout cas, voilà, avec des céréales moulues, céréales crues. Alors, c'est pour ça que je ne suis pas trop d'accord, parce qu'on n'est pas conçu pour manger cru. Donc, c'est des céréales crues moulues. Et on a, voilà, c'est malin. Ok. Lin. Graines de lin. Mais donc, Ouais, en de l'huile gros, de lin. la crème Bucini, enfin, non, la crème Crème Budwig, Ludwig. c'est un petit déjeuner idéal, c'est Ouais. ça? D'accord, parce qu'il faut comprendre Alors, hein, que la crème, moi, je pensais à une crème à s'appliquer sur la peau, quoi, tu vois. oui, oui, non, non. Non, non, c'est un genre de bol, Idéal, quoi. de Ok, bol, ça marche. Energy Ball, ou je sais plus comment on appelle, ouais. D'accord, ok. Donc Samuel dit qu'effectivement, Bleu de lin. il est passé du petit déjeuner sucré français un peu traditionnel à un petit déjeuner qui inclut de la protéine, et que du coup ça a changé son réveil, qu'il a moins de brouillard et qu'il a moins de fringales dans la journée, effectivement. Bah oui, c'est les protéines en fait qui rassasient. Ouais, Et on a un effet aussi, j'ai oublié de le dire, les protéines ont un effet sur la dopamine. Et c'est pour ça que c'est intéressant de prendre un petit déjeuner à base de protéines animales parce qu'on va activer les hormones dopamine. Et la dopamine, c'est l'hormone de la prise de décision. Ça dope. Donc, quand on prend un petit déjeuner avec des protéines, mais pas que, eh ben, effectivement, on a les idées claires pour débuter la journée. ok. En tout cas, c'est Ok, bon, bah, c'est super. intéressant. Bon, là, on en est à 1 heure et demie là, de webinaire. Waouh! Bon, bah, après, c'était intéressant et tout. Donc, est-ce Ouais. que vous avez d'autres questions? On vous laisse juste poser vos questions et si vous n'en avez pas, on clôturera ce Mm. webinaire. Bon, en tout cas, je suis content parce que les gens sont restés jusqu'au bout et les Ouais. questions étaient Ouais, c'est intéressantes. clair. Il y a eu C'est clair. de bons retours. Ouais, parce que honnêtement, quand on a préparé en fait ce webinaire, enfin moi du coup j'ai vraiment appris des trucs aussi, ou au moins des choses que je me rappelais plus trop, et c'est passionnant en fait de revenir un Ouais. petit peu Ah sur ben, certaines. depuis 2017, ouais, j'ai rajouté plein de choses au niveau hormonal en fait, qui font partie Voilà. de la formation. Moi déjà à l'époque il y avait 80 heures, et déjà c'était passionnant. Mais là il y en a Oui. effectivement quasiment le Ouais. double, donc j'imagine qu'il y a des choses Ouais. en Ouais. Ouais. plus. Ok, bah merci pour vos retours, ça fait plaisir. Eh ben, merci à tous, en Ça tout cas. fait Dommage qu'on n'a pas les visages ah ouais, les ouais. visages de chaque personne, c'est dommage. Ouais, parce qu'après, c'est un webinaire, c'est pas un truc sur Zoom. Ouais, c'est pour ça. Ouais, ouais. Et donc, oui, mais maintenant, c'est la chandeleur et les crêpes au jambon, du coup. Merci encore. Bah, c'est ça. En fait, Voilà. tu vois, un truc tout bête. Là, j'étais Ouais. en soirée salsa, là, il y a pas longtemps. Et bon, ça Mhm. se terminait à 4 heures du mat, tu vois. Et en fait, ils avaient ramené des crêpes pendant la soirée, tu vois. Donc, on a forcément la dalle quand on mange. Effectivement, il y en a qui prenaient des crêpes au Nutella, hein, comme disait Sabrina. Mhm. Mais c'est vrai que, en fait, c'est pas idéal. Parce que, OK, dans la crêpe, il y a un peu de protéines parce que c'est fait à base d'œufs. Enfin, il y a quand même des œufs, donc OK. Mais effectivement, si dans une soirée, vous prenez une crêpe salée avec du jambon et du fromage, par exemple, bah, en fait, Mhm. déjà, ça va préserver votre masse musculaire, mais en Mhm. plus, ça va vraiment avoir un vrai rôle de satiété, enfin de satiété, par rapport à si vous prenez une crêpe au Nutella, quoi. Et surtout que l'insuline, en fin de journée, l'insuline, elle ne doit pas être sécrétée. Beaucoup. Surtout si on n'est pas un grand sportif et qu'on ne s'entraîne pas en fin de journée. Ouais, Donc, du coup, bah, c'est mieux de se tourner vers une crêpe salée. c'est ça. Après, le fromage, ça dépend de la quantité, ça dépend de la personne, ça dépend de ses dépenses totales dans la journée. C'est là où on fait plus d'adaptation. Mm. Ok, bon, parce que voilà, si vous n'avez plus de questions, on va clôturer donc ce webinaire-là. Donc, vous l'aurez en replay Un verre, automatiquement, Céline. vous le recevrez. Et le vin, elle est à fond, Céline. Euh, vous aurez Le médecin. le replay. Ah non, c'est une question. Et le vin. Ah bah, là, on est vraiment sur un sujet à part, mais Ouais. bah, vas-y, hein, si tu veux prendre le temps de Le répondre. vin, à quel niveau Bah, en gros, est-ce que c'est bon de boire du vin, c'est ça? Bah, encore une fois, ça dépend de la quantité. Normalement, théoriquement, le vin, c'est un très bon aliment, hein. Sauf que c'est l'aliment qui contient le plus de pesticides, le plus de pesticides, voilà. Mais sinon, il est bourré de bonnes choses. Après, ça dépend de la quantité parce qu'il y a de l'alcool. Normalement, chez une femme,
voilà, il ne faudrait pas qu'elle dépasse plus d'un verre par jour. Chez un homme, c'est 2 verres de vin par jour. Mais après, il ne faut pas se forcer à consommer un verre de vin par jour parce que, non, ça reste de l'alcool. Voilà. Et après, bah, c'est sûr que, encore une fois, il faut voir les dépenses, il faut voir l'objectif, il faut voir tout. Mais en tout cas, sachez qu'il n'y a pas un aliment qui est mauvais, sauf les produits industriels, hein, voilà, avec la liste d'additifs qui fait une tonne. Mais la carotte, même si elle a un index glycémique élevé, c'est de la carotte, quoi. C'est pas mauvais pour la santé. Le vin, ça dépend. Moi, souvent, je propose des fois, dernièrement, à une patiente, un verre de vin avec une petite assiette de charcuterie, du pain et une petite salade verte. Vous avez un équilibre alimentaire. Après, il faut regarder pas que sur un repas, il faut regarder sur la journée entière, sur les semaines. Il ne faut pas accuser un repas, il faut regarder C'est l'ensemble ça. Et puis et en regarder plus, aussi les dépenses. il y a tout l'équilibre aussi psychologique. C'est-à-dire que si quelqu'un est trop Complètement. frustré de ne pas pouvoir prendre quelque Ouais, chose, complètement. à un moment donné, il va péter un câble. Complètement. Et donc, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de frustration, Ah en oui. fait. Et donc, Bon, faire en sorte que le les. champagne. Oui, elle est champenoise, Céline, c'est pour Ah ça. ouais. Ok. Non, mais intéressant. C'est un autre débat, mais effectivement, c'est intéressant sur le Ouais. vin. Donc, une des solutions, comme tu disais, que c'est très, il y a beaucoup de pesticides dans le vin. Bon, c'est peut-être de prendre un vin bio si on veut limiter cette. Alors, il y en a toujours des pesticides en bio, hein. Il y en a moins. Non, bon, ok. Il y en a moins. Mais il y en a. Ok. Après, moi, j'en bois, hein. C'est pas parce qu'il y a des pesticides que j'en bois pas. Merci Céline, avec plaisir. Ben, merci. Donc, voilà, ben, on va clôturer. Donc, vous recevrez automatiquement le replay dans votre boîte email, je pense, demain. Et, euh, et donc, bah là, quand on clôture le webinaire, si vous voulez jeter un coup d'œil à la formation, bah, vous avez accès directement. Voilà. Bah, on vous souhaite une très bonne soirée. Moi, bah, je te remercie, Audrey, pour avoir pris le temps. Parce que Audrey, d'ailleurs, c'est son premier webinaire aujourd'hui. Ouais. C'est son Je tout t'avoue qu'au premier début, webinaire. ouais. Ouais, ouais. Alors, est-ce que vous avez trouvé qu'elle s'est bien débrouillée pour une première? Ah, ils vont tous répondre oui. Je sais pas. Hein. Tu as peut-être des gens qui n'ont pas apprécié. Hein. Bravo Audrey, tu t'en sors plutôt pas mal. Merci Sabrina, merci Samuel, merci Ernest. Ok. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir dans ce webinaire parce que vous êtes resté jusqu'au bout, vos questions étaient, Gohana, étaient j'adore ce pertinentes, nom. C'est grave. vous avez participé, vous avez répondu au sondage, donc c'est vraiment un plaisir Merci à de, vous tous. de vous avoir. Et puis, bon, on vous dit à une prochaine parce que c'est peut-être pas le Ouais, dernier webinaire qu'on fait. Hein. ouais, j'espère. Et Mm. voilà, bon, on est content que ça vous ait plu en tout cas, ce thème-là. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite merci encore Bonne Audrey. nuit. Et puis, bonne fin de soirée à tous alors. Merci à toi aussi. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Comment on fait du coup, Fred? Je coupe maintenant là. Je coupe D'accord. maintenant.